Mais mercredi, petit décalage exceptionnel. Comme on avait déjà commencé un peu la réflexion sur les marchés monétaires, et là j'ai envie de l'approfondir ce soir, avec notamment, donc on va en creuser un en particulier qui est Mimo, avec Claude qui est là pour échanger avec nous et que je vais introduire tout à l'heure quand tout le monde sera là. Mais j'aimerais bien aussi qu'on discute un peu plus largement comme toujours, vous savez, mon angle maintenant sur les problèmes, avec ce sujet donc que j'appelle un peu la nouvelle vague des marchés monétaires. C'est peut-être un peu, euh, un peu marketing, disons, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose d'essayer de voir quels sont les axes, quoi. Quelles sont les idées principales sur lesquelles ces nouveaux marchés monétaires sont construits, quels paramètres ils changent, et en gros, quelle sauce spéciale ils rajoutent au mix pour permettre des nouveaux cas d'utilisation. Et donc, c'est un peu ça qu'on va balayer ce soir. Donc, bonjour à tous les habitués, Julien, Cooking Crypto, Gatestam, ça fait plaisir de vous voir. Bonjour à toi, Claude, merci de nous rejoindre pour ce live. Donc, tu me le disais à Enchanté. l'instant, c'est un de tes premiers lives pour discuter de Mimo, c'est ça? En fait, bon, c'est vrai que de base, le format live, c'est quelque chose auquel je suis honnêtement pas super habitué. Donc, merci, merci de m'inviter à ce live sur Twitch. La dernière fois que j'étais en live, c'était même pas pour parler de Mimo, c'était pour parler de ma startup précédente, Delcoin. Ça avait duré 1 minute 30, c'était sur Bloomberg, c'était vraiment, vraiment différent. Là, je suis assez content d'être dans un format, disons, un peu plus relax. On aura idéalement la chance de discuter de l'industrie et de ce dont tu parles en général, parce que je trouve que c'est assez quali comme chaîne. Donc, merci de m'inviter. Merci beaucoup. Ouais, avec grand plaisir. Bah, c'est pas toujours qu'on a des francophones dans les équipes des projets que j'analyse, donc c'est toujours un grand C'est plaisir vrai. de recevoir pour discuter un peu plus. Surtout que, bon alors attends, on est à quoi là? Non, ça va, on laisse les gens arriver encore tranquillement. On a un petit écho sur ton son. J'ai merdé quelque chose. Alors attends, c'est bien, c'est le début de live. Hmm. Laisse-moi voir ce que je peux faire de mon Non, non, côté. non, En même temps, je suis dans une salle avec un gros reverb. c'est moi, t'inquiète, c'est moi. Hum, Parle pour voir. Non, là j'ai tout cassé. Ah, c'est mon petit setup de voyage. Ah, ok. Ah. Hmm. Bon, désolé. T'es toujours là, Claude? Tu m'entends? Ouais, ouais, ouais. Alors, Toujours avec un écho? je crois qu'il y a un léger écho sur ton son, mais est-ce que Alors attends, je vais demander C'est si... pas une feature de mes écouteurs. J'ai changé les settings. Est-ce que ça va mieux? Bon, on va laisser le chat nous dire si ça s'est amélioré, sinon je vais voir ce que je peux faire. Alors, ouais, on va pouvoir commencer tranquillement. Donc il y a un écho, mais c'est largement supportable, on nous confirme. Je crois que si je me mute, il se calme, donc je vais me muter quand tu te lances dans de On va grandes faire un tirades. talkie-walkie. C'est ça, terminé. Ouais. Reçu 5 sur 5, on est bon. D'accord. Bah, merci, merci Super. encore. Donc oui, bon, on va commencer tranquillement. Je ne sais pas si vous avez tous lu l'article, mais donc peut-être juste le temps encore que tout le monde arrive et s'assurer que tout le monde est à jour, parce que ça va être assez critique pour comprendre la discussion. Quelques paramètres un peu essentiels de ces marchés monétaires dont on va discuter parce il change pas mal avec ces nouveaux protocoles. Euh, mais donc en gros, ouais, on va peut-être commencer par ça. À un haut niveau, on parle de protocoles vraiment pour l'essentiel, dans la plupart de type maker. C'est-à-dire, vous arrivez, on va simplifier en disant de l'Ether. Pour la plupart, ils acceptent l'Ether, mais parfois d'autres trucs.
et vous produisez un stablecoin euh, qui peut être dénominé en dollars, en euros ou en rien du tout comme le RAI, avec différentes conditions. Ce qui est important à ce niveau-là, c'est que à partir du moment où vous produisez ce stablecoin, vous empruntez, et donc il y a risque de liquidation. Risque de liquidation, donc si par exemple la valeur de votre collatéral déposé diminue grandement à tel point qu'elle ne suffit plus à couvrir la dette que vous avez contractée. Et les protocoles gèrent ces liquidations différemment, et notamment avec ce fameux liquidation premium. Ça correspond au bonus que les liquidateurs gagnent en liquidant votre position, parce que sur un service typique comme Maker, les liquidations ne sont pas automatiques, et donc il y a une incitation aux liquidations. Et donc ça, c'est assez essentiel. Voilà. Après, deux autres paramètres, et on a fait le tour. Le premier, c'est bien sûr le max LTV, donc le max loan to value. Donc ça correspond à la quantité d'argent que vous pouvez emprunter à partir d'un collatéral donné. Par exemple, pour l'Ether sur AV, c'est 80%. Donc vous pouvez emprunter 80% de la valeur d'un Ether en dollars. Aujourd'hui, avec un Ether à 2004, vous pouvez emprunter environ 1900, 1800 dollars par Ether sur AV. Et le dernier truc qui est aussi important, qui est le stability fee. Donc ça, c'est de l'autre côté, c'est sur la somme empruntée, et c'est le frais que vous payez en fait annualisé pour cet emprunt. Donc pour remettre les choses concrètement, sur Maker, par exemple là sur le principal vault d'Ether, c'est à 5,5. Donc si vous empruntez 100 000 DAI aujourd'hui, et que ce frais reste constant, dans un an, vous devez 105 500 DAI à un Maker. C'est ce qu'il faudra que vous brûliez pour rembourser votre dette et libérer vos Ethers. Voilà, donc c'est un peu les notions principales, les liquidations, le max LTV, les différents frais, mais notamment le stability fee. Et si vous avez bien compris ça, vous allez pouvoir un peu naviguer pourquoi les différents protocoles dont on parle aujourd'hui sont pertinents. Mais maintenant qu'on a tout le monde et tout le monde est à peu près à jour, je propose qu'on commence directement sur Mimo, du coup, Claude. Donc peut-être avant de partir dans le vif du sujet du projet de Mimo, peut-être tu peux nous dire un peu plus sur déjà toi, concrètement, qu'est-ce qui t'a amené à ce projet-là et qu'est-ce que tu fais pour Mimo? Alors, à la base, je suis ingénieur. Je suis ingénieur, je suis programmeur même, on va dire. Je suis spécialisé en système distribué. Et bon, j'ai travaillé sur pas mal d'idées blockchain jusque-là. Il se trouve qu'il y a toujours, on va dire, il y a toujours des sets de problèmes plus ou moins intéressants selon les époques. Et l'année dernière, il y a vraiment, on avait vraiment une base de données là où je travaillais à Tenex quand j'ai rejoint la position de CEO l'été dernier. On avait des données qui nous montraient qu'il y a énormément d'utilisateurs qui avaient besoin de produits basés sur l'euro. C'est-à-dire que, OK, le monde DeFi avance bien, des produits sont là, sont bien, mais on se sent, nos utilisateurs, en tout cas eux, se sentaient lésés par l'innovation qui semblait oublier vraiment le monde européen. Et le peu de personnes qui étaient un peu habilitées à faire ça, donc à sortir des projets sur l'euro, se disaient que le marché n'en valait pas le coup. Et c'est là qu'on a vu un peu cette asymétrie d'information entre nos utilisateurs qui nous disent qu'ils en veulent vraiment et les gens qui se disent que non, il n'y a pas besoin. Bah, écoute, on va essayer dans ce cas-là. On a l'info, autant essayer de travailler dessus. Et c'est ce qui nous a appelé, c'est ce qui nous a amené à démarrer Mimo avec toute la petite équipe, une partie d'anciens de Telcoin, une partie d'anciens de Tenex, et on en est là aujourd'hui. C'est Mimo. Ah, c'est top. Et du coup, concrètement, il y a un lien avec Tenix en termes de token ou autre que, je veux dire, les anciens de Tenix ont l'air nombreux dans le projet Mimo? C'est comme ça que ça se En passe? fait, bon, Mimo a été créé par la société Tenex, qu'on est maintenant en train de renommer en Mimo. Et le lien est plus par rapport, disons, en tant que produit, dans le produit Mimo, le lien se situe plus au niveau de qui a créé le projet que de comment les tokens vont interagir. On s'est rendu compte qu'il était mieux de créer une plateforme la plus indépendante et décentralisée possible. Et du coup, ça voulait aussi dire abandonner un contrôle donné par un autre token. Les tokens de gouvernance de la plateforme IMO on ne peut les avoir qu'en utilisant
faisant un dépôt de collatéral, en loquant un collatéral pour minter du part, donc pour faire un emprunt, en, en donnant de la liquidité aujourd'hui sur Balancer dans les paires qui sont payées, comme entre le par et l'Ethereum, entre le par et l'Ether, on va dire, ou entre par et l'USDC. Donc du liquidity mining d'un côté, pour utiliser les termes un peu, les termes de l'industrie, et de l'autre côté, clairement, donc, payer les utilisateurs avec le contrôle de la plateforme. C'est quelque chose qu'on pensait qui était bien, mais ce qui veut aussi dire que naturellement, on ne peut pas faire d'interaction avec d'autres tokens tant que la communauté ne le veut pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait avec les tokens de 10x. On a quand même miné les tokens nous-mêmes en tant que MIMO. On a essayé de participer au protocole le plus possible. Et une partie de ces tokens-là, on les a redonnés à la communauté des détenteurs des tokens que 10x avait jusque-là, pour leur permettre quand même de participer à l'aventure. D'accord. Donc, merci à Adrien pour le sub. Un des trucs, moi, qui m'a surpris au premier abord, c'est de voir, en fait, alors, le système de distribution du token, en effet, fait beaucoup de sens. C'est-à-dire que tu lances un marché monétaire, peut-être il y a 2 3 ans, c'était différent, mais maintenant, en 2021, ça me semble assez pertinent et c'est pas alors, c'est pas toujours aussi direct, mais je veux dire, ça me semble assez pertinent que ça soit directement sur ceux qui mint, qui utilisent directement la plateforme, ou en tout cas qui supportent après via les tokens en question. Mais là où c'est plus surprenant, en tout cas moi ce qui m'a étonné, c'est le mint moyen. C'est-à-dire que tu vois donc la TVL actuelle qui a presque 28 millions d'euros, qui est portée par 100 utilisateurs en fait, avec un mint Ouais, moyen à 82 000 parts. Donc ça fait quand même un dépôt moyen dans les, je sais pas, dans les 50, 100 000 60 dollars. Ethers pour Ah ouais. collatéraliser ça, quoi. À Et ce c'est, niveau-là, t'as une idée de pourquoi. Enfin, ça me semble quand ah même oui, 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 assez conséquent, hein. j'ai une bonne idée de pourquoi. C'est des boucles de Et c'est, leverage, c'est-à-dire que c'est un gars qui est arrivé avec 100 Ether et au final, le premier batch, il a minté du par pour vendre pour de l'Ether, pour faire pour un en deuxième prendre batch, plus et ainsi de etc. suite. Non, bah je veux dire, si quelqu'un avait fait ça, donc il serait bien aujourd'hui parce que Ether a pas mal monté depuis que la plateforme a ouvert. Mais non, même pas. La raison est bien moins excitante que ce que tu viens de dire. Malheureusement, parfois, c'est assez ennuyeux. Ça se situe dans qui est arrivé en premier, qui sont les utilisateurs de Mimo aujourd'hui. Donc, qui on a réussi à convaincre d'utiliser la plateforme et de faire confiance à cette audit constante ou de faire confiance aux oracles Chainlink, ça a été des gens comme des mineurs. Les mineurs, ce sont des assez gros portefeuilles en règle générale. Euh, tu, tu mines, tu vends pour racheter du matériel, tu mines. On va dire, c'est une boucle qui se construit et qui se conçoit assez facilement pour n'importe qui dans la crypto. Mais c'est vrai que quand on part du principe qu'on peut rajouter une plateforme au milieu, une plateforme d'emprunt, donc une lending au milieu d'un cycle de minage, ça peut devenir mine. Ah, tu vas pas vendre, tu mets en collatéral et tu mintes. Et là, tu vas racheter du matériel. Et ça te crée des portefeuilles. Donc je sais qu'on a des mineurs qui sont arrivés. Ensuite, on a des futurs partenaires qui ont envie de croire en l'aventure, parce que justement, on a tous ces gens qui ont cette demande de proposer un coin en euros à leur communauté, à qui on a fait un cycle naturel de vente ou business développement, qui sont intéressés à la plateforme et qui ont dit bon, pourquoi pas essayer. Et du coup, ça représente une fois de plus des portefeuilles relativement larges. Et aussi, là par contre, le truc le plus important, les prix du gaz de l'Ethereum euh, ont effrayé les petits portefeuilles. Et naturellement, même si on a eu une exposition à pas mal de mains, il n'y a que les grosses mains qui sont arrivées dans la TVL. Donc, bon, bah, c'est dommage, hein, c'est vraiment dommage. Et on travaille dessus entre L2, entre différentes chaînes, entre tout ce qu'on peut faire pour aider la chose à être au final un peu plus ouverte. On n'a pas fait de la crypto pour parler à 100 personnes. C'est le but quand même étant de toucher, d'aider le plus de gens possible et de toucher le plus de gens possible.
Mais bon, voilà, les prix du gaz font que, en effet, 100 personnes, 28 millions d'euros, et ça continue, ça continue. Je pense qu'on va monter à 50 comme ça, avec avec, sans avoir énormément plus d'utilisateurs. Ouais, je Ouais, pense. Après, bon, bah, si on en a plus, c'est mieux, hein, mais c'est un peu ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui. ouais, non, c'est pas mal. Après, là où c'est marrant, c'est un truc que moi, je t'avoue, j'ai du mal j'avais regardé déjà l'autre jour, j'avais été un peu surpris. C'est que par rapport au Ouais. nombre de minters, donc des 100, t'as a priori environ 3000 holders de parts. Ça, c'est parce qu'on a fait des airdrops. Ouais, c'est ce que je me On suis a dit, ok. voulu, on a voulu, parce que tu sais, tu vois une communauté qui vient, qui a envie d'essayer le produit, et tu peux pas leur dire, attends, je vais appeler les nodes pour demander de baisser le prix du gaz. Tu peux pas vraiment, mais pour nous aider à amener les gens, vraiment les aider à faire partie de l'aventure, les airdrops, ça a été disons, la première solution. Une fois de plus, avant qu'on soit clair sur comment approcher L2 proprement pour que tout le monde puisse travailler sur la plateforme, on a, euh, on a fait des airdrops pour nous permettre de nous rapprocher de la communauté. Ouais, non, je vois ça, je l'ai retrouvé du coup sur Etherscan, airdrop de 12 dollars apparemment. On voit Ouais, beaucoup bah, d'adresses, c'était 10 parts par personne. c'est ça, 10 parts, 10 parts, 10 parts. super. On nous demande dans le chat, c'est vrai que ça, les gens sont toujours très curieux. Au niveau des L2, sidechain ou autre, qu'est-ce que vous explorez à ce niveau-là pour, j'imagine qu'il y a plusieurs solutions, mais en tout cas, disons, dans l'immédiat ou dans le plus rapide, Dans et après plus l'immédiat, sur le long terme. pour être assez clair, on a embauché quelqu'un qui avait travaillé un peu avec Optimism dans le passé. Donc, sachant que il y a, on a vu on voit comment dire, on a vu un peu de pick-up hein, côté Uniswap sur Optimism. J'ai dit pourquoi pas regarder par là, mais c'est vrai que on a quand même tous nos développeurs qui sont aujourd'hui déjà qui sont sous l'eau pour rendre la plateforme stable. Euh, on n'a pas, c'est pas ce sur quoi on travaille le plus L2 aujourd'hui. Donc on a des pistes, on travaille aussi avec des partenaires qui sont eux en train de bouger là-bas, en train d'essayer d'implémenter des solutions L2, soit les leurs, soit essayer d'intégrer des sidechains un peu plus communes. Mais bon, c'est vrai que ce serait bien d'avoir des bridges un peu génériques, ce serait bien d'avoir quelque chose de simple. On aimerait toujours ne pas avoir besoin d'être forcé de faire un choix. Hein. Et, mais bon, je ne suis pas sûr qu'on aura ce luxe si on veut si on veut quelque chose qui aide les gens cette année en 2021. Non, mais après, c'est vrai que tu touches du doigt quelque chose de pertinent qui est, au niveau des L2, en tout cas pour un truc comme Mimo part, c'est pas forcément au niveau immédiat, c'est-à-dire que je puisse minter du par sur un L2 ou une sidechain qui est important, mais ça serait peut-être plus au niveau du support dans l'écosystème, c'est-à-dire, je sais pas, les C'est premières ça, choses qui me viennent en tête, une petite paire de liquidités sur Polygon quelque part, et par en exactement. collatéral ou en token empruntable sur le AV Polygon. Là, par exemple, ça Exactement. aurait du sens. Ouais. E- e- Exactement, exactement. Du coup, c'est quelque chose qu'on règle un peu plus avec la voie du BizDev qu'avec la voie de la tech. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on travaille pas là. Dire, on a quand même aujourd'hui, pour créer un Vault sur Mimo, si tu pars de rien, si t'as pas encore Wrap-If qui est accepté avec ton wallet et ainsi de suite, tu t'en as pour presque 300 dollars juste pour démarrer l'expérience Mimo. Et donc c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qu'on aimerait pouvoir faire à un niveau, mais c'est surtout pour l'utilité du token par que, euh, que ça va être bien de bosser avec des gens qui ont fait les pas sur L2, d'où les DEX, ou les autres landing platforms, donc qui eux ont un peu plus de pression parce que plus d'utilisateurs, plus de TVL, voilà. Ouais, du coup, l'étape logique, bon là, stablecoin, layer 2, un truc un peu fun, tu veux onboarder des gens, moi je me dis, du coup, c'est une pool communautaire de parts sur Pool Together, ça semble.
Ça semble assez logique. Le seul Ah, problème, c'est qu'il faut du rendement, c'est du vrai. coup. Il vous faut Ouais, une source c'est de vrai, rendement c'est sur vrai. part. Ça, c'est vrai que bon, ben, c'est de la manière dont ça marche aujourd'hui, il n'y a pas de rendement direct sur le holding de part. Ça ne veut pas dire que c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Une pool, c'est une pool. Et donc, comme aujourd'hui, on incentivise les pool balancers, pourquoi pas essayer de voir, faudrait voir ce que les Mimo tokens holders sont prêts à voter. Hein. Mais parce qu'au final, c'est ça, c'est dehors. En fait. Ouais, et du coup, bah, puisqu'on est sur le Mimo Token, donc pour rappel, juste pour être sûr que tout le monde suit bien, le Mimo Token se farm à partir du moment où vous avez un vault ouvert. Donc ça, c'est la première manière de le farmer. Ça dépend bien sûr du nombre de parts que vous avez unité. Et après, il y a un deuxième niveau qui correspond à l'apport de liquidité avec vos parts, que ça soit sur la paire Ether ou sur la paire USDC. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir charger là, mais vous comprenez l'idée. Et les deux paires sont sur Balancer. Donc maintenant, la question c'est Exactement. au niveau du token Mimo, je t'avoue que j'ai pas trop trouvé d'infos, bon, j'ai pas énormément cherché non plus. Est-ce que, est-ce que, comment dire, est-ce que vous avez déjà des infos au niveau de la, qu'est-ce qu'on va faire avec concrètement? Donc là, pour l'instant, Pour il n'est être, pas claimable, hein, si on est juste pour être clair. On voit les estimations de farm, mais non, il est claimable. Il est claimable. ah, il est claimable, ok. Là, ouais, ça y est, ça y est. La seule chose, c'est qu'on l'a pas listé, il n'est pas encore tradable. Enfin, il est tradable, disons que c'est un ERC20 qui peut passer de main en main, mais il n'est pas listé sur des échanges, il n'y a pas énormément de liquidité. C'est un travail qu'on n'a pas encore fait parce on est plutôt aujourd'hui en train d'établir la plateforme de gouvernance qui va du coup donner l'utilité au Mimo Token. Le Mimo Token est un token de gouvernance de la plateforme. Ce qui, du coup, bon, on prend la plateforme au sens large, ça veut dire gérer les taux d'intérêt, gérer ce fameux taux de stabilité dont on parlait plus tôt, qui est chez nous à 2% aujourd'hui pour l'emprunt en part, ou gérer la distribution des MIMO tokens eux-mêmes pour, OK, où vont aller les MIMO tokens? Vont-ils aller un peu plus aux gens qui sont en train d'emprunter ou un peu plus aux gens qui sont en train de mettre de la liquidité? Toutes ces choses-là, même les évolutions même du protocole, aller faire un nouveau smart contract, sont votables avec le Mimo Token. Donc ça, c'est un peu la partie qui est décrite dans le white paper. À l'heure actuelle, la gouvernance, l'application de gouvernance, donc la web app de gouvernance n'est pas terminée. On travaille dessus d'arrache-pied. Bon, on a une équipe, on n'est pas 200, hein, mais on sort rien qu'on n'audite pas. Donc du coup, il y a un petit lag en fait. Il y a ce petit temps de latence qui fait que bah, si tout se passe bien, on va commencer, on va faire ça par étapes. D'abord, une vente semi-décentralisée, une gouvernance semi-décentralisée avec Slingshot et des proposals sur un forum. Puis ensuite, passer sur une propre plateforme de gouvernance où on aura, un peu comme on voit chez Curve, par exemple, une plateforme de gouvernance normale. Donc ça, on est en train de parler ça ça se compte en jours ou en petites semaines pour la semi-décentralisation, puis en mois au plus, on arrivera dans tous les cas avant l'été sur une propre plateforme de gouvernance ou comme sur Curve par exemple. Je suis un utilisateur de Curve quand même, comme toi. Ah mais c'est marrant parce que justement dans le chat on nous posait la question de la pool, la fameuse free pool euro avec Ether et Eurest. Donc ça Et bah, j'imagine que non, c'est un des avis. pour répondre à l'utilisateur. Oui, oui, oui. Ce serait bien incentivisé. On est entièrement d'accord. Pour être une fois de plus 100% honnête avec la communauté, ce qu'on voulait, c'est avoir un certain nombre de parts. On ne peut pas se permettre de créer un pool sans avoir quelque chose qui puisse être pris au sérieux. Donc, d'abord, on fait ça bien, on se fait auditer, on a ressorti une web app. La web app que vous voyez aujourd'hui, c'est la deuxième version. On fait quelque chose d'un peu solide pour justement convaincre des curve token holders de voter pour une pool comme ça. Parce que les métapools aujourd'hui, c'est que pour le dollar, si je me souviens bien, Metapool Euro Ah avec je suis pas sûr parce SR. que maintenant ils ont leur tu sais Ah, il y a non, c'est CRV.to ouvert. là où c'est un peu le labs ou je sais plus comment ils appellent ça.
Et tu vas avoir un peu D'accord? tu vois là, donc là je montre, ah tu vois pas le Twitch, pardon. Mais là je montre pour les viewers. Vous allez retrouver un peu, bah, c'est un curve un peu plus ouvert, quoi. Donc vous allez retrouver les stablecoins classiques. Mais par exemple, on y retrouve l'ALUSD d'Alchemix, on y retrouve l'USDP du Canard Rose, là, de Unit Protocol, le Frax de Frax et ainsi de suite. Et ça sert un peu de zone de Ah, test si tu veux. C'est-à-dire pour te donner une idée concrète, en ce moment, le ALUSD de Synthetix, donc le stablecoin Synthetix sur le dollar, il est dans une pool là-dessus que Alchemix incentivise directement. Et je suppose qu'à terme, son avenir, c'est une sorte de zone de test bac à sable avant que ce soit une vraie pool curve. Ça va probablement être ALUSD et Sripool avec des incentives en CRV plus Alchemix. des incentives en chimie. Ah, c'est vraiment. Eh bien, écoute, comme je te le disais un peu avant que le live démarre, c'est ce qui t'arrive quand tu passes un peu trop de temps dans ton projet. Tu as la vision tunnel et tu vois pas tout ce qui se passe dans le reste. Merci pour l'info. Je vais prendre note. Et, Ouais, après, je sais bah pas non, si ça mais ouvre pour être clair, les c'est ça. créations de poules. Si, ouais, je crois que tu peux créer des poules comme ça. C'est ça, ouais, tu Si peux c'est vraiment. vraiment un bac à sable, ce serait dommage qu'on Ça, puisse pas créer de poule. Ouais, voilà. C'est- donc à voir, à voir. Mais ouais, ça après, c'est des choses qui arrivent. C'est vrai que je sais pas s'il y a un montant minimal, mais il faut au minimum, je sais pas, 5-10 millions pour qu'une pool curve fasse du sens. Donc, sachant que ça va être quoi là? Ce sera pas un problème. Ce sera pas un Ouais. problème parce Ouais, que mais sachant que là, on a 12 millions voilà. de parts, voilà, pour remettre le Oui, mais projet dans le contexte général. s'il faut grossir, on fera grossir. C'est parce que Ouais. c'est la chose qu'il faut faire comprendre, hein, clairement, c'est que et ce qu'il faut, c'est aider les utilisateurs à avoir un token utile. Et d'où une pool curve, c'est utile grâce à la manière dont curve marche. La curve de curve fait que c'est bien pour trader du stable. Et, euh, et oui, en effet, c'est vraiment incentiviser une pool curve qu'on prenne nous-mêmes. Ça fait énormément de sens. Merci pour l'info. Ce live m'aura été encore plus Bah, c'est utile dans que les ce que deux j'aurais sens, hein. imaginé. Alors, juste aussi pour des références, c'est vrai que d'habitude tu fais ça, mais là j'ai pas trop pensé. Donc on parle de 15 millions de parts, c'est ça? 12 millions de parts, un truc comme ça? Aujourd'hui, exactement, elle a 13 253 000 parts. Mais Ah, bon, bah, tiens, ça. c'est marrant, sur CoinGecko, le supply est complètement, ils vous voient à 2 millions de parts. Oui, on a un petit souci avec ça. On est en communication avec CoinGecko Ah, pour super. essayer de gérer ça. Le moment où on a fait la soumission, il y avait que 2 millions de parts et ça n'a jamais bougé. Donc, il y a peut-être un souci de cash. C'est normal, on ne peut pas gérer une plateforme comme CoinGecko sans avoir du cash, hein, quelque part. Ouais. Donc, je veux bien imaginer qu'ils aient une certaine manière de faire. Et si on peut les aider, on les aidera. Alors, donc pour les comparaisons, ouais, juste, on a donc 12 millions de parts environ, pour environ 18 millions d'Ether, donc de Synthetix, pour environ 31 millions de ERS. Il y a Et 47 millions de restes. 47, ah ouais, putain, Ouais, ouais. CoinGecko aussi est à côté de la plaque. D'accord. Oui, je me CoinGecko disais est peut-être aussi. un peu fatigué. Ah, ouais, Ouais. ouais, ouais. Euh, Mais c'est le cash. Mais c'est des chiffres qu'on regarde tous les jours, nous, pour être honnête. ah, j'imagine. C'est pas des chiffres que j'ai là. Et je crois que J'ai pas l'essentiel de été. tout ça, ça vit dans la pool curve, hein, que je vous dise pas de bêtises, je vérifie Ouais. ça tout de suite. Mais elle est Il y quand même a assez énormément de. grosse, cette pool SE ERS. On va aller voir ça. Vous voyez, vous mettez tous les stablecoins euros ensemble, on est à 100 millions, même pas. Euh, donc on est encore sur des trucs. Quand on voit que DAI à lui tout seul, c'est 3 milliards et quelques, ça vous donne une idée C'est pour relativiser aussi un peu ceux qui se posent des questions sur le besoin pour un stablecoin euro et surtout la taille du marché, quoi. C'est-à-dire que même si c'est un besoin de 1/10 des stablecoins dollars, mettons, bah ça fait quand même 5 Ouais, milliards. ça fait Donc 100 fois exactement. ce qu'il y a aujourd'hui en circulation. Et ça, c'est Ouais, par ouais. rapport aux chiffres sur le dollar actuellement, quoi. Alors, attends, je me perds en route pour Non, chercher le reste. vraiment. Zut. Voilà, donc dans le reste, on va voir les réserves là. Si. C'est ça, il y a 30 millions de reste dans la pool et 18 millions de SR. Donc ça, c'est tout simple. Tous les SR de Les tokens Synthetix, sont mintés, arrivent dans la poule. c'est ça, direct dans la pool. Et 2 tiers des ERS. Donc c'est vraiment la raison d'être. Sachant que pour le reste, après, il y a une belle pool Uniswap aussi. Il me semble que vous devez avoir à peu près tout le supply.
Euh, exactement. donc, une autre question qui est assez pertinente, euh, qui était par rapport au fait que... donc moi, en fait, je voulais te la poser déjà, je vais la mettre... J'arrive à ta question, Gaëtson, mais d'abord une petite question qui l'introduit bien. Moi, je voulais te demander par rapport au modèle Maker, est-ce que Mimo, c'est un Ouais. fork, c'est-à-dire au niveau du code et vous avez modifié des choses, ou c'est plus une inspiration et après vous êtes parti sur du code un peu plus maison? C'est une inspiration. C'est une inspiration parce que Maker, c'est arrivé assez tôt. Et le modèle même de Maker, on le trouvait très séduisant, pour être honnête. Mais le code même de Maker, c'est quelque chose qui, je pense, ne serait pas fait de la même manière si c'était sorti en 2020. En fait, Mimo, c'est la manière dont on a travaillé quand on a approché le code, c'était comment on ferait un Maker en 2020. C'était et donc maintenant qu'on a des AMM pools, maintenant on a des il y a tous ces decks, la manière dont ils marchent maintenant, on voit que que Chainlink existe. C'est un peu tout ça, parce que, bon, c'est vrai que, une fois de plus, hein, on ne serait pas inspiré de Maker si on ne pensait pas que Maker était bien. Les gens derrière Maker sont très intelligents, c'est mon opinion. Mais bon, en Ah, 2020, on se trouve le quand même avec système une d'Oracle plateforme qui est. est quand même un peu... Enfin, ça a été beaucoup d'efforts pour arriver là où ils sont. Bah, c'est un peu le malheur des premiers, quoi. Voilà. C'est-à-dire, je lisais Oui, l'autre jour sur, c'est par vrai. exemple, comment Uber a poussé les outils pour faire l'interface entre les ordinateurs et les téléphones à l'innovation, parce que leurs Ouais, chauffeurs avaient besoin d'appeler les gens qui ramassaient. Voilà, c'est un peu la même chose pour Maker, c'est-à-dire ça arrivait presque tellement tôt que ça a dû faire sa propre cuisine avec les oracles. Et c'est vrai que maintenant, ouais, exactement. d'avoir Chainlink à Si tu vois disposition. Et le code de Maker, c'est dingue, hein. Il y a énormément de complexité dans le code de Maker qu'on a observé parce on a travaillé sur une plateforme similaire du coup, et et qu'on- complexité qui aujourd'hui ne serait pas nécessaire grâce au fait que voilà, il y a Chainlink, il y a Balancer et Uni, il y a toutes ces choses-là sur lesquelles on peut travailler. Et après, bon, il y avait des différences un peu philosophiques de ce qu'on voulait, mais bon, pour être assez clair, et parce qu'on n'a pas de raison de se cacher des choses dans une conversation comme celle-ci, c'est plus une grosse inspiration. Ouais. ok, ouais, donc une assez grosse inspiration avec des changements essentiellement au niveau des oracles, vu que bah, c'est pas du tout le même mécanisme, qui a pas besoin de passer par la sauce maison de Maker, mais qu'au passage, C'est au lieu difficile, de hein, ça, ça c'est aurait été intégré difficile. Chainlink. Et Ouais. après, c'est vrai qu'en termes de fonctionnement même, ça a été à peu près repris tel quel, c'est-à-dire qu'il y a toujours, tu déposes un collatéral, et après, en deux transactions, donc, et après, tu peux minter du par, tu vas payer un stability fee qui s'accrue de façon annuelle sur la quantité de parts que tu as emprunté, donc là, c'est comme Maker. Euh, Ouais. je sais pas, Il y a une grosse différence quand même dans la liquidation. Maker ouais, laisse un certain buffer qu'on ne laisse pas parce qu'on ne voit pas tant le besoin que ça de le laisser aujourd'hui. On préfère motiver les gens à ne pas vivre sur la sur le fil bordure du comme ça. rasoir. Voilà, exactement, hein, vivre sur le fil du rasoir et avoir une liquidation un peu plus directe plutôt que de prendre le risque d'avoir part qui n'est pas proprement collatéralisée. C'est une décision qui peut être Hmm. prise plus tard quand la plateforme a 4 milliards ou 8 milliards de TVL comme Maker aujourd'hui, bien sûr qu'ils peuvent peut-être se permettre de prendre un peu plus de risques. Mais nous, c'est vrai qu'on préfère être assez, disons, assez serré dans la protection de parts, ce qui nous amène aussi à avoir ce qu'on a appelé dans le white paper une safety reserve, cette petite sûreté qui est en fait bon, la somme des intérêts qui sont payés aujourd'hui, 100% des intérêts le minting de parts. Donc ce fameux petit 2% va dans la réserve. Et au fur et à mesure qu'elle grossira, le but étant de se protéger dans les cas de liquidation de collatéraux qui sont vraiment sous l'eau, qui peut nous permettre aussi d'être un peu plus flexible dans la manière dont on va gérer ça. On ne peut pas se permettre aujourd'hui, la réserve est petite parce que le protocole est vraiment nouveau, mais c'est dans le design. C'est cette petite réserve qui s'accrue au fur et à mesure et dont l'utilisation est définie par les détenteurs de Mimo Token.
à terme, ça sent le vote pour redistribuer au moins une partie de cette réserve vers les holders sur un mécanisme de staking. À voir. On verra ce que les holders décident, hein, mais clairement, disons que le but premier, c'est que faut pas oublier que nous, on est arrivé, enfin, on a démarré le travail sur la plateforme l'été dernier. L'été dernier, il s'est passé quand même, on a vu, il y a eu des problèmes sur Maker, des choses comme ça. Et oulala, comment on va gagner la confiance des gens si on veut faire une plateforme comme ça avec de l'euro, il nous faut quelque chose qui soit intrinsèque à la plateforme, la safety reserve est née. Donc ça vient de ça à la base plus que d'un système d'incentive, mais bon, comme toute réserve, ça peut amener à des systèmes d'incentive, bien évidemment. C'est la beauté du DeFi, c'est que les gens en décideront. Ouais, non, c'est Donne les ça, c'est tokens, assez on verra ce qui se flexible. passe. C'est la beauté du quand tu captures un flux, et puis tu verras après qu'est-ce qui va en être fait, quoi. Donc Exactement. peut-être un dernier truc avant la question de GateSamp, je rends compte que je me suis un peu perdu. C'est juste sur les liquidations, donc. Tu disais qu'elles sont un peu plus agressives à cause de l'absence de ce buffer, donc. Et est-ce qu'il y a d'autres changements? On est toujours sur des liquidations donc, manuelles avec un premium pour la personne qui liquide. On est d'accord? C'est ça, Ok. c'est ça. On est toujours sur les liquidations manuelles, donc un marché ouvert. Pour être honnête, j'ai fait pas mal de liquidations maker moi-même, donc c'est un truc auquel je m'étais un peu habitué. Je me suis dit, oh, pourquoi pas mettre ça dans le protocole. C'est donc notre tête des produits financiers, maison, donc Toby, a vraiment voté en faveur d'un système un peu plus simple, donc système donc sans buffer. Il faut pas oublier que pour nous, il est primordial d'arriver à l'heure et d'être audité. Et un buffer et tous ces systèmes-là, c'est plus de code, c'est plus de complexité, plus de chances d'avoir des soucis. Et donc, on vient d'abord avec un système simple, un système où on protège le token, et ça veut dire moins de code, mieux pour passer des audits. C'est super important pour nous. On préfère avoir moins de features, on préfère que la plateforme soit un peu plus simple, mais qu'elle soit une plateforme que la plateforme soit une plateforme dans laquelle il est facile de faire confiance, plutôt qu'une plateforme qui veut faire tout et n'importe quoi. On exagère, mais on s'entend. Euh, on ne veut pas courir après la feature, on court après les outils. On est dans un jeu de confiance, hein. Il y a des hacks tous les jours. On va se protéger, quoi. Non, c'est logique. Bon, après, oui, c'est vrai que c'est un jeu continu. Et donc, il y avait cette question dans le chat qui nous a mené par rapport à toute cette discussion sur les détails de Mimo, mais c'est bien, maintenant, on a une bonne vision, je pense, à peu près des subtilités. Qui était donc, question pertinente. Si demain, Maker décide de faire un DAI euro avec des votes séparés, par exemple, quelle est la valeur ajoutée slash la différence entre Mimo et Maker? Et c'est vrai que je trouve que c'est un bon exercice de pensée, en fait, pour mieux Non, situer Mimo. c'est une très bonne question. Et on va commencer par simplement le système d'Oracle. Manipuler le prix des collatéraux sur Maker est plus simple aujourd'hui que de manipuler le prix des collatéraux sur Mimo. Et je pourrais m'arrêter là et dire que ça suffit à faire de Mimo une plateforme un peu plus dans l'air du temps, on va dire. Euh, c'est euh, c'est quand même difficile d'essayer d'imaginer en 2021 une plateforme où on peut manipuler le prix des collatéraux pour pouvoir faire des sortes d'attaques. On va sur Aave, on profite. C'est quelque chose de difficile avec Mimo grâce à Chainlink. Donc la première différence, c'est le manque de complexité dans notre code, donc vraiment la simplicité du code fait que c'est plus flexible. Et le fait de travailler avec donc Chainlink aujourd'hui, c'est quelque chose qui serait difficile à faire pour quelqu'un comme Maker. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas, une fois de plus, hein, tout est possible sur Internet. Et c'est des gens très intelligents, ils peuvent faire. Mais aujourd'hui, donc c'est la première différence. La deuxième, c'est cette fameuse réserve qu'on a, cette réserve qui grossit de jour en jour, qui permet de protéger, protéger le parc en cas de mauvaise liquidation, qui est quelque chose que Maker n'a pas. Donc c'est une fois de plus, c'est facile d'ignorer ce genre de fonctionnalité quand on est dans une période de croissance à fond. Ça se verra plus quand on sera dans des périodes un peu plus difficiles. On retourne en bear market, des liquidations, il y en a un peu plus. Ah, c'est bien d'être protégé, c'est bien d'avoir une plateforme qui prend en compte le fait que tout n'est pas tous les jours rose, en fait. Donc, je dirais que pour faire un point méta, on est un peu plus défensif
sur la manière dont on fait les choses à nouveau. Et c'est un peu, c'est là où on rentre les facteurs différenciants. Ouais, après, bon, les réserves, ça vient avec le temps, quoi, aussi. Je pense au C'est niveau vrai. de ce type de produit, un système comme Maker, en tout cas, ce qui rassure les gens aujourd'hui, et je pense la principale raison pour laquelle ils se montrent de plus en plus agressifs avec les seuils, donc plus permissifs sur le nombre de die produits, c'est aussi parce qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait du point de vue de la stabilisation du pack de die, avec Ah, totalement, le totalement. système même Ouais. interne, là, qui en gros rééquilibre, achète avec propre système, un peu comme les stable algo. Et ça Ouais. rassure les gens parce que c'est-à-dire qu'ils savent que, ok, maintenant, avec même tous les DAI qu'il y a, s'il y a un Dive, il y gros aura toujours un dump, dollar. disons, Ouais. Ouais. voilà. Et là, c'est vrai, je pense que c'est pour un projet comme Mimo, ça va être un peu ce que les gens vont surveiller. C'est-à-dire, tu vois, si le jour où il y a un méga dump ou une méga pump, tu trouves le truc à 90 cents, soit sur l'euro ou à 1,05, là, ça peut Ouais. inquiéter beaucoup, quoi. Donc à ce niveau-là, vous avez C'est des vrai mécanismes de que stabilisation autres que l'incentive sur la perte de liquidité ou pas encore? Après, c'est vrai que c'est assez tôt. pour l'instant, c'est vrai que le, euh, le mécanisme de stabilisation qui a par défaut, donc le fait qu'on ait des oracles pour nous donner le prix en euros des collatéraux, permet de générer un arbitrage sur disons sur n'importe quel échange. S'il part est un peu, s'il part est pas assez cher, les gens peuvent se permettre d'acheter du part et de rembourser des prêts avec. S'il part est trop cher, les gens pourraient se permettre de gérer l'arbitrage dans le sens inverse. Et ça, c'est un arbitrage qui est naturel, que nous-mêmes on fait aujourd'hui pour pouvoir commencer à stabiliser, mais c'est plutôt inhérent au fonctionnement de la plateforme. Maintenant, ce qui se passe, c'est comment on peut gérer ça et grossir avec, avant que la réserve soit assez grosse pour pouvoir gérer ça. On le fait nous-mêmes, on a mis du capital, on a alloué du capital à la stabilisation de part. Ça peut sembler assez, on va dire, assez sauvage comme stratégie, mais c'est aussi très efficace. Et Ça aurait pu être c'est la plus manière dont ouvert. ça doit. C'est-à-dire, vous faites quoi concrètement pour le stabiliser? J'imagine qu'il y a des réserves en Dogecoin, ça aurait pu être quelque chose auquel la communauté participe, avec ses Ah non, parts c'est minières. ouvert et on motive la communauté à participer. On n'est pas les seuls à le faire parce que simplement, vu qu'il y a un arbitrage et que les gens peuvent récupérer soit un emprunt qui est garanti avec le prix de l'euro de l'autre côté, soit donc avoir des Ethers moins chers ou avoir des parts moins chères. La communauté a déjà commencé à le faire. On a juste commencé à le faire nous-mêmes pour que les gens observent et se disent ah mais c'est quelque chose qui est pas mal à faire. Et les gens font de l'argent dessus. Et au fur et à mesure que les gens continuent à faire de l'argent, il y aura de moins en moins d'argent à faire parce que naturellement, comme dans toute zone d'arbitrage, et c'est au fur et à mesure que plus de gens le font, il y en a moins, et ça continue. Donc non, c'est complètement ouvert. C'est juste Hmm. que, bon, il faut toujours avoir quelqu'un qui montre la voie. Ouais, non, autant pour moi, j'avais pas bien cerné. Donc, juste pour être sûr que tout le monde nous suit, ce auquel Claude fait référence là, en fait, c'est propre enfin, c'est pas propre à Mimo, justement. C'est euh, Exactement. c'est vrai de tout marché monétaire sur le modèle Maker, c'est-à-dire où vous produisez un stablecoin. Et ça en assumant qu'au moment où vous l'avez produit, bah, c'était à 1 dollar par rapport, c'est le coût que ça vous a coûté vous. Si maintenant, donc vous avez contracté une dette X, et si maintenant le stablecoin par exemple s'échange à 98 cents, bah vous, ça veut dire que vous pouvez le racheter pour rembourser votre dette avec 2% d'économie. Euh, et ça crée des opportunités, c'est-à-dire qu'en soi, tous les emprunteurs du système sont potentiellement des arbitrageurs lorsque le stablecoin est en dessous du dollar ou de l'euro en l'occurrence. Ça crée une force assez mécanique pour le ramener à son équilibre. Exactement. Ce qui, une fois de plus, c'est quelque chose qui était difficile à faire pour Maker au début, d'où la nécessité qu'ils ont eue de faire tous ces systèmes, parce que sans un MM pool, c'est difficile à faire tout ça. Mais aujourd'hui, sachant qu'on peut incentiviser la création de liquidités sur des AMM et qu'en plus on peut montrer clairement qu'on a un prix qui est carré grâce à Chainlink, on a cette double confiance en fait. Et c'est ce qui nous permet d'avoir ces arbitrages. Alors, on me demande dans le chat du côté des collatérales, c'est vrai que bon, on n'a pas mentionné à l'oral, on va peut-être juste expliciter. Donc pour l'instant, c'est Wrap ETH, Wrap Bitcoin et USDC. Et donc, C'est ça.
une des choses qui a dérangé sur Maker, notamment depuis la mise à jour MCD l'année dernière, c'est les nouveaux collatéraux qui ont été choisis. Et donc en fait la question c'est en fait est-ce qu'il y a une logique en termes de trustlessness des collatéraux ajoutés? Bon, en l'occurrence je pense pas trop vu qu'il y a USDC et Wrap Bitcoin, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête à terme? À terme, clairement, ce qu'on voudrait, c'est avoir bien plus de wrap-is qu'autre chose. C'est plus qu'on est allé, on a suivi un peu la demande. Il y avait pas mal de demandes pour avoir du wrap Bitcoin. On a laissé pas mal au début. C'est vrai que quand une plateforme démarre, on peut se permettre, on peut se permettre de prendre un certain niveau de risque sur, sur la proportion de certains collatéraux. Donc, si on voit le risque inhérent à avoir Bitcoin et à USDC, c'est un risque avec lequel on était disons, on était OK pour un début. On se dit, OK, c'est une alpha, on va voir ce qui se passe. Euh, Maintenant, à terme, on va changer les incentives de Mimo Token pour favoriser Wrapis. Le but étant d'avoir plus de Wrapis dans la plateforme, disons, beaucoup plus de Wrapis qu'autre chose. Donc, tu pointes la bonne chose. Il y a une analyse normale de risque, de trustlessness des collatéraux. Euh, bon, parce que c'est vrai, mais je veux dire, si on veut être simple hein, avec tous ces types de collatéraux, tu as des types de risques qui sont inhérents aux collatéraux. Tu as un risque inhérent au USDC, c'est un token qui pourrait, je sais pas, il pourrait arriver quelque chose à Circle, quelque chose qui blacklist des adresses ou je ne sais pas. Mais c'est des risques inhérents aux collatéraux. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir une plateforme qui est 90% avec de l'USDC. Ce serait trop difficile de donner à la communauté confiance, hein, vraiment confiance à la communauté en part. Et c'est un peu le facteur motivant derrière les décisions. Est-ce que si on rajoute ce collatéral, qu'on le rajoute à telle proportion avec tel plafond de dette, la communauté aura toujours confiance dans le token et dans la plateforme. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a peu de collatéraux, on les voit comme ça, on observe, et on va prendre une direction on va partir de cette direction d'observateur vers une direction un peu plus, disons un peu plus forte. On va essayer d'organiser les choses pour avoir un peu plus de ce qu'on pense qui est mieux et ce qu'on pense qui est le moins risqué. Parce qu'une fois de plus, à chaque fois, qu'est-ce qui est le moins risqué, qu'est-ce qui est le mieux pour nos utilisateurs et qu'est-ce qui peut nous permettre aussi de servir le plus de gens. C'est un peu les priorités dans l'ordre. Ouais. Ouais, non, ça fait du sens. Non, j'aime beaucoup l'idée de jouer sur le facteur de mining MIMO en fait pour favoriser certains collatéraux, notamment pour les terres, ça fait du sens. Je pense que c'est quelque chose qui a frustré un peu au niveau de Maker, c'est ça, c'est que en soi, un DAI c'est un DAI, mais derrière il y a potentiellement un Ether, un Wrap Bitcoin, un USDC ou même un TUSD maintenant. Et donc on se rend compte que c'est pas la même réalité en soi de Ouais. collatéralisation effective, quoi. Alors après, là, c'est vrai, à voir, il y a le même problème, entre guillemets, il y a la même situation dans PAR, dans le sens où il n'y a pas le PAR Wrapis, le PAR Wrap Bitcoin et le PAR USDC. Quel que soit le collatéral que je mets, je sors du PAR. Après, vous êtes C'est encore vrai. sur des collatéraux, il n'y en a pas 36, quoi. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Et pour le coup, c'est quelque chose qui est relativement limitant dans l'ajout de collatéraux. On a fait toute la logique en interne pour pouvoir ajouter des collatéraux facilement, mais on se dit aussi que, bon, on- il y a un côté de proportion qui est très important. Si demain on va rajouter un collatéral page 6 sur CoinMarketCap, avec une volatilité titanesque, on ajoute immédiatement une perte de confiance sur la plateforme. Comment on peut gérer ça? On peut gérer ça en mettant un plafond, on peut gérer ça en mettant quelque chose en disant bon, bah, il n'y a pas plus de 500 000 dollars de dette qui rentrera dans ce collatéral. On peut mettre un niveau de surcollatéralisation de 400%. Je ne sais pas, mais c'est des choses qui, au final, vont potentiellement faire peur à ces utilisateurs. Donc, on rajoute un collatéral pour rendre une communauté heureuse et après, les paramètres du collatéral pourrait les rendre un peu, pourrait les énerver un peu. Ça rend la chose un peu délicate. Donc on commence avec des collatéraux solides, on grossit la plateforme, et après, quand on pourra avoir une meilleure vision de ce qui se passe et une meilleure
un meilleur potentiel pour analyser les risques et surtout un meilleur buffer pour la prise de risque grâce à une réserve qui aurait grossi, on va rajouter d'autres collatéraux. C'est un peu la stratégie. Ouais, on peut même envisager. Moi, je suis surpris de toujours pas avoir vu ça pour un marché monétaire. Une boucle récursive au niveau du collatéral sur le token d'apport de liquidité. Donc, c'est-à-dire, je m'explique, mettons que tu es la fameuse pool curve dont on parlait avec SR, ERS et PAR. Eh bien, en fait, tu accepterais le token qui correspond à un dépôt dans cette pool-là comme collatéral pour minter du PAR. Donc, j'arrive sur PAR, je pose mes Oui, mais Ethers, ça, je mine c'est. du PAR. Avec mes parts, je vais sur Curve, je les dépose dans la pool. Et après, dans la pool, j'utilise comme collatéral ici, je mine du PAR. Après, c'est une question de facteur, tu vois, mais ça peut créer un truc assez sympa pour Ah, permettre un mais ça, leverage. bon, pour être honnête, on travaille dessus. Voilà, pour être clair. Mais et c'est quelque chose qu'on peut faire bien parce qu'on veut pas avoir le mauvais token. Il y a un côté marketing là-dedans qui joue. Il y a aussi quelque chose à voir. Euh, Ça, ce sera bien pour les utilisateurs. Ce sera un peu moins bien pour notre département marketing. Je vais un peu me faire taper sur les doigts parce que les calculs de TVL, donc de valeur totale dans le protocole, euh, c'est une somme du prix des collatéraux loqués, hein, comme on voit, et des tokens de pool ont aujourd'hui pas réellement de valeur sur la plupart des plateformes qui donnent ces prix-là. Donc du coup, pour le ranking, un peu, pour ce fameux, pour vraiment monter le plus haut possible et donner la confiance aux gens pour avoir beaucoup de DVL, ça marcherait pas. Mais au final, ça aiderait l'utilisateur, disons que ça prend priorité, le fait d'aider l'utilisateur prend priorité sur le fait de pouvoir montrer pas mal de TVL. Je vais me faire taper dessus par mon directeur marketing si je dis ça, mais donc c'est pour ça qu'on travaille dessus. Ouais, non, c'est top. Ok, bah, donc je sais pas si vous avez d'autres questions sur Mimo. On a fait un bon petit tour là, ça fait quand même 40 minutes qu'on y est. On va continuer peut-être tranquillement sur qu'est-ce qui arrive, si tu peux nous dire, parce qu'au final, la plateforme, elle est très récente, non? Moi, je l'ai repérée il y a environ Ça, mais très récent. 2 semaines, mais je crois que vous vous êtes lancé il y a pas si longtemps que ça. 21 janvier, donc c'est très récent. C'est très récent et c'est juste pour le petit feedback. Je suis vraiment, vraiment content des questions que tu et que ta communauté me pose ce soir. C'est la première fois qu'on a enfin une plateforme pour pouvoir expliquer comment Mimo marche. On a travaillé tellement sur le protocole que ça fait plaisir d'entendre des questions qui nous permettent de valider les choix qu'on a fait parce que parfois on a l'impression que ça passe au-dessus de la tête des gens et qu'ils nous posent des questions bon, vraiment qui sont pas aussi intéressantes. Donc merci beaucoup. Mais bon, pour retourner à, à ta question par rapport à sur ce qui arrive, ben, on en a parlé un peu brièvement. Hein. Donc c'est certaines gestions de risque pour des nouveaux collatéraux. Surtout, on va travailler beaucoup autour de l'utilité de part. Donc, avoir part dans plus d'endroits, avoir part qui trade efficacement. Là, on a fait le choix conscient de ne pas encore être listé sur des échanges centralisés pour pouvoir, pour pouvoir prendre le temps d'analyser un peu les contrats qui arrivent, faire ça proprement et aussi nous laisser le temps de passer d'abord sur la liquidité on-chain, la liquidité vraiment décentralisée parce on y accorde beaucoup d'importance. Donc, ça va être vraiment tout un travail sur l'utilité de part. Ensuite, un travail sur l'utilité de MIMO, donc la plateforme de gouvernance, d'abord semi-décentralisée, puis totalement décentralisée. Puis, puis après, là, on a des idées un peu plus, disons, un peu plus ambitieuses sur lesquelles il est un peu difficile de parler parce que il est difficile de donner une roadmap sans faire de promesses. Et ça, une expérience dans le passé m'a montré qu'il est, euh, qu'il est très mauvais de faire des promesses dans la communauté crypto. C'est une communauté que je respecte beaucoup et que je préfère donner une roadmap très courte sur les choses sur lesquelles on est déjà en train de travailler, qui ont une bonne chance d'arriver à terme dans un temps très court, plutôt que de donner une roadmap longue et prendre le risque de décevoir des gens. Parce que la plateforme est déjà là, elle est déjà en production, on a déjà on a des opinions légales comment dire, de cabinets d'avocats vraiment très très compétents, on va dire le top 10 mondial.
on a des audits, on préfère s'arranger pour que ce qui soit là soit bien et soit reconnu, plutôt que de courir après, faire les choses à la va-vite et au final décevoir. Donc ça peut sembler une attitude un peu lente, mais vu les risques inhérents à ce genre de marché monétaire, je pense que c'est la seule attitude correcte à avoir. C'est mon opinion, mais on va pas bouger de on va pas bouger de ça tant que je suis à la tête. On prendra pas trop de risques. On fera attention. Ah, mais c'est très bienvenu. Puis de toute façon, des marchés monétaires qui prennent les risques, il y en a plein. Là, pour l'euro, on avait déjà un grand besoin, je pense, juste d'un marché monétaire en euros. Donc, c'est assez rassurant de savoir que l'approche est plutôt prudente. Alors, bah, pour continuer à creuser, je te propose de faire un petit tour des autres marchés monétaires de nouvelle génération que j'avais sur mon radar. Parce qu'en fait, ils ont des idées qui Ah, sont un peu qui pourraient être votre roadmap étendu en soi. Parce qu'ils touchent à d'autres features, d'autres aspects euh, pour essayer d'améliorer tout le processus. Donc, je sais pas si tu as eu le temps de regarder l'article déjà. Ah, alors, je suis passé sur l'article, mais c'est toujours mieux. Enfin, on a l'auteur, c'est encore mieux. Et donc, ouais, je serais bien intéressé de savoir ce que tu penses de ces systèmes. On parle de systèmes pas mal plus complexes, en fait. ouais. C'est quelque chose qui m'intéresse pas mal parce Après, que, la plupart des idées, là, elles peuvent vraiment se clac clac et se foutre sur exactement, Mimo tel quel, tu vois. ouais, Parce que par exemple, c'est pour ça qu'on fait tout. ouais, parce que cette première idée là que je détaille qui part de DeFi Saver, donc DeFi Saver qui gère ta position à ta place, et en fait te permet de faire un flash loan pour sauvegarder ton emprunt si ça passe sous un certain seuil. Donc c'était une approche pour emprunter sans être inquiété, quoi. Et là, Ouais, il y a la logique qui va plus loin, c'est-à-dire, quel punchline. ouais, Emprunter sans être inquiété. mais c'est exactement ça. Tu vas leur proposer. Et là, je suis tombé sur B Protocol il y a quelques jours, et c'est un peu la même logique à haut niveau, sauf que en fait, ça marche différemment. C'est-à-dire que là, en fait, c'est l'utilisateur interagit directement avec les contrats de B Protocol, qui, du coup, ça lui permet de liquider la position si besoin de manière préférentielle, sachant qu'ils ont une petite réserve de fonds pour le faire. Et du coup, Hmm. ça rend la liquidation prévisible et ça évite un peu le gaspillage qu'il peut y avoir sur le gaz. Et du coup, ça veut dire qu'il renvoie après à l'utilisateur une partie du fameux liquidation premium. Donc c'est ce que je disais, se réapproprier la liquidation en quelque sorte, tu vois. Ça va être C'est ça. Donc c'est-à-dire plutôt que de laisser un un utilisateur marché ouvert. c'est ça. L'utilisateur peut se liquider lui-même. C'est pas bête du tout. Sauf que là, c'est le B protocole qui le liquide pour lui grâce à sa réserve de fonds. Et donc, il y a des gens qui LP les fonds. Mais en gros, ça fait tout un système pour gérer ça. Et ça permet à l'utilisateur de récupérer deux tiers, pardon, un quart, un tiers de son liquidation premium s'il se fait liquider. Bonus de liquidation. C'est pas mal. Ça peut aussi, j'imagine, du coup, permettre des liquidations plutôt agressives. On peut s'assurer que ça tombe jamais sous l'eau. C'est-à-dire c'est assez prédictable. En fait. On peut s'arranger. Il y a assez d'argent pour, dans tous les cas, tout liquider si ça arrive. Ça, c'est pas bête du tout. En fait. Ouais, non, c'est un modèle qui me parlait pas mal. Mais après, je trouve que c'est encore intermédiaire en termes d'innovation. Moi, ce qui m'avait vraiment, bon, il y avait après, je parle dans l'article de Réflexeur, mais j'en ai déjà pas mal parlé, donc on va avancer. Mais moi, ce qui m'avait Mhm. beaucoup intéressé, c'était surtout les deux derniers, qui sont Alchemix et Liquity, parce que les deux, ils poussent la logique assez loin dans le terme de changement. Donc peut-être Liquity déjà pour commencer, euh, c'est assez pertinent ce qu'ils font, je trouve. L'idée, c'est d'automatiser les liquidations, euh, et, euh, et du coup, en fait, elles sont beaucoup plus rapides et prédictibles. Et à partir de là, ils peuvent être un peu plus agressifs sur les ratios de collatéralisation. Et bon, ça, c'est l'idée à un haut niveau. Après, il y a aussi toute une idée sur le fait que leur token à eux, le LQTI, ce n'est pas un token de gouvernance, c'est juste un token qui correspond aux frais capturés sur la plateforme, quoi, et fin de l'histoire. Parce Ouais. qu'en soi, il n'y a pas de Ouais. gouvernance, tu vois. Il n'y a pas de... J'ai vu ça. Ouais. Ouais. c'est-à-dire, il y a des frais assez simples, et basta. Tiens, d'ailleurs, ça se porte plutôt bien pour leur token. Ceux qui en ont acheté récemment sont contents. Euh, et, euh, et donc, c'est vraiment une logique
que je vous dise pas de bêtises. À l'emprunt, les gens payent 0,5%, c'est ça, Mhm. de borrowing fees. Et ces frais-là sont distribués aux gens qui stake le LQTI. Et, euh, et c'est à peu près tout en termes de frais, il me C'est semble. assez brutal, mais c'est brutalement simple. J'ai vu le C'est ça. papier sur Wiki, j'ai fait, ah, je sais pas, c'est pas mal comme truc. Ça vaut le coup d'être observé, en tout cas, clairement. Bah, c'est sûr que non, ça a un côté très pertinent. Ça permet d'avoir une efficacité du capital plus importante. Et donc Bon, en forcément, fait, c'est ça, c'est surtout le token de Cercasa. Si il part du principe qu'il n'y a pas de gouvernance, par contre, c'était assez. Donc, c'est assez. Faut avoir confiance, quoi. On dit ça va pas changer et c'est fait, c'est comme ça, il n'y a pas de gouvernance. Mais pour le coup, c'est assez intéressant parce que est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une gouvernance? Je veux dire, c'est une, euh, c'est une question qui peut se poser et ça se comprend. On a, nous, bah, clairement, comme je dis avec Nimo, non, nous, on aura une gouvernance et c'est assez inhérent au protocole et c'est assez inhérent à notre philosophie. Mais l'equity, c'est aussi intéressant. Et le fait qu'ils veulent payer ce qu'ils appellent leur front-end d'opérateurs, donc des gens qui vont les aider à amener du trafic sur la plateforme au final, c'est quelque chose que j'ai vu qui était un peu complexe pour le coup, parce que le reste du protocole me paraît très simple, et cette partie-là me paraît très complexe. Donc, quand il y a une partie très complexe, je me dis que ça n'a peut-être pas été travaillé autant. Mais bon, c'est une fois de plus, hein, je ne veux pas être alors, mauvaise langue, je suis observateur sur ça. je pense que c'est vraiment sur un axe de maximiser la trustlessness du protocole. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont été, eux, pour le coup, très fermes sur le fait de dire, nous, on prend l'Ether et basta. Vos wraps machin que machin peut freeze ou edit les balances, on en a rien à foutre. Et ça, c'est un. Et tu vois, et du coup, ils ont même été plus loin que ça, si tu veux, plus royaliste que le roi, j'ai envie de dire, parce que non seulement ils se montrent fermes comme aurait pu l'être Maker au début, mais en plus de ça, ils disent ah, et regardez, nous on fait le protocole, il y a un mécanisme pour gérer les front-end avec un mécanisme de kickback, en gros combien est-ce qu'ils prennent un frais de service ou pas, et pour en gros décentraliser au plus possible les front-end. Et ça, c'est vrai que bah, ça a le malheur si c'en est un, qu'il n'y a pas de front-end officiel. Donc en termes d'expérience utilisateur, au premier abord, ça peut être un peu plus compliqué. Mais c'est beaucoup plus périn, quoi, parce que vous arrivez sur le site de l'Equity et il vous envoie vers ah, bah tiens, regarde, il y a 40 fontaines de l'Equity, choisis celui que tu veux. Lui, il te donne 100% il te kickback 100%, lui 95%. Mais en termes de résilience du système, c'est pas mal. C'est pas idiot du tout. Pour moi, c'est quelque chose que je suis pas mal, hein, écoute. Forcément, on est obligé de faire attention aux choses assez innovantes dans le space. Ouais, ben, moi, ce que je trouve assez beau avec un système comme l'Equity, t'inquiète pas, je suis tous les systèmes, hein, c'est que, en fait, le système est lui aussi très jeune, mais ils ont déjà très bien réussi la value capture sur le token. Puisque c'est un mécanisme brutalement simple, tu ouvres, tu fais un prêt, tu payes Ouais. ce fameux stability fee, ou je sais pas comment ça, un borrowing fee, je crois, le frais d'emprunt, quoi. Et ça, tu le payes à qui? Bah, au staker de LQTI. Point. Donc, tu vois, il y a un côté, c'est pas des grosses boucles à 40 étapes, non, c'est une boucle assez simple. Euh, Ouais. et, et après, tu vois tout le flux de, bah, tu as minté tes LUSD, tu as un système où tu peux t'exposer, tu les stakes pour obtenir du liquidity, le token de gouvernance. En fait, il y a un flux sur l'utilisateur qui est bien fichu. Après, faut voir comment ça va se pérenniser, quoi. Puis c'est comme tout, est-ce qu'il va y avoir la pool curve à terme, est-ce qu'il va y avoir tout ça. Je crois qu'on a toujours un bon premium sur le token en question, qui était, ouais, il a 1,04. Ouais, ouais, il est cher. Enfin, ouais, on est à plus de 3 milliards de FDMC aussi sur leur token equity. C'est, Ouais. euh, c'est, Ah, après, ça, la volatilité de valuation, faut pas tomber dans le piège des noobs, hein, s'il te plaît. oui, Non, je te on taquine. connaît, hein, Mais parce que, non, mais en fait, c'est devenu un ce que piège je des veux noobs à dire, c'est que l'envers, tu vois. C'est-à-dire que les gens, ils disent, ah, c'est pour ça que Curve est à 3 dollars au lieu de 10 aujourd'hui, hein. Il n'y a aucune autre raison, à part que les gens n'ont pas encore compris, hein. C'est-à-dire, les gens, ils arrivent et parce ils que voient 272 millions sur 1,4 milliard, ils paniquent. ils disent ah non, non, Mais, non, non, c'est vrai. C'est qu'on voit plutôt.
On a que 21 000 tokens dehors sur l'equity, c'est un truc qui grossit. Et c'est un truc qui me paraît assez early. Ouais. Je pense que le marché l'a pas encore pricé proprement, pour être honnête. Et pour moi, voilà, ça vaut complètement le coup d'être suivi. Et je pense que ça va encore avoir une volatilité de dingue sur ce fameux equity token. Et par contre, leur dollar, il est pas. La manière dont ils vont stabiliser leur dollar, pour moi, c'est encore à prouver. Ils y sont pas encore et je suis pressé de voir comment ça va continuer. Ouais, non, c'est sûr, ils essayent tous un peu des modèles différents, mais moi, c'est ça qui m'a un peu fasciné, tu vois, c'est de voir un peu toutes ces approches et de se dire au final que bah, tout le monde va apprendre un peu les uns des autres, tu vois, c'est-à-dire ce coup d'automatiser les liquidations, il y a peut-être quelque chose à prendre là pour rendre le système plus efficace, ça peut être une prochaine itération sur part. C'est pour ça qu'on garde. C'est pour ça qu'on garde. Ça fait, je sais pas combien ça fait de temps que tu regardes les protocoles, mais nous, en tout cas, en tant que programmeurs, on s'arrange pour rester trouver ce qu'on peut soit prendre, soit ce de quoi il faut s'inspirer. Et oui, pour voir le commentaire de GateStamp, exactement ça. Il faut c'est corréler avec le temps d'issuance des tokens. Ouais. Ouais, bien sûr, à quelle vitesse ça sort. Après, là, je t'avoue que Bah pour ouais. l'equity, je sais pas, bon, c'est vrai qu'il y a encore de la marge. Bon, le truc est tout frais, quoi. Mais là, ils ont bien réussi à une boucle assez maligne, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de tokens LQTI émis, mais ils collectent les frais sur la plateforme, ceux qui sont stakés. Et du coup, il y a pas mal de frais vu que la plateforme est déjà utilisée, ce qui fait une API pas possible sur le token en question, ce qui a participé au fait que les gens s'excitent autant sur le prix aujourd'hui, je pense. Ah, clairement. Cette boucle est vraiment intelligente. Ça, pour le coup, c'est quelque chose. C'est aussi une des choses desquelles on s'inspire. C'est assez vertueux comme boucle, hein. Ah, d'accord, ok. C'est euh, c'est un bon pilote de hype. Bah, c'est ce qui est marrant au final, c'est que si on prend un peu de recul, alors c'est dans le scénario actuel tant qu'il se maintient, hein, mais en gros, ils ont récompensé celui qui a utilisé leur plateforme pour l'ongle protocole. Je m'explique. C'est-à-dire le gars standard qui est Ouais. arrivé, qui a posé des Ethers, minté ses stables et qui farm son liquidity en stakant ses LUSD, c'est une chose, il a un retour A. Mais le mec qui a pris plus de risques, qui est arrivé, qui a posé ses Ethers, minté ses LUSD et après swapé ses LUSD directement pour du liquidity, pour les staker directement, Ouais. et ben lui, en fait, il prend l'appréciation sur le liquidity. Tant que ça tourne, tant mieux pour lui. Mais en plus de ça, en stakant ses liquidity, il prend du LUSD en retour. Donc potentiellement, il rembourse sa dette aux frais du prince, quoi, grâce au retour sur les émissions de prêt, quoi. Bon, après, c'est un pari de pur gambler, hein, puisqu'il a pris une dette Ouais, pour le coup, qu'il a. fallait être prêt à parier sur ça, à parier sur ça, et c'est un leverage ballsy en fait, hein, à faire. Mais bon, hein, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je sais pas, je suis pas prêt à faire ce genre de pari, de vraiment regarder. Je regarde pas trop cet aspect-là de qui gagne le plus dans la plateforme et tout. Ça, c'est pas nécessairement les choses desquelles on va s'inspirer le plus, personne, au côté Nimo. Mais c'est toujours bien de se rendre compte de, euh, de, de ce qui fait, ce qui est le mieux pour aider les gens à utiliser la plateforme le plus possible et du coup avoir la plateforme la plus utilisée, la plus stable et ainsi de suite. Et à côté, est-ce qu'il y a ce petit jeu qui incite les gens à prendre des risques ou des trucs comme ça, parfois, ça peut aussi être bien. C'est pas nécessairement ce sur quoi nous on se situe. On est allé sur un axe assez, pour le coup, assez bateau, même si c'est assez bizarre de dire ça, parce que dès qu'on sort de l'industrie, c'est toujours bizarre à dire. Nous, tu utilises la plateforme, tu peux la gouverner. Voilà. Bon, on est allé sur ça, on se dit que ça va aller, mais, euh, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de regarder des choses comme l'equity qui vont du coup pouvoir favoriser différents types de jeux de tokens, on va dire. Et puis ça évite aussi le problème un peu récurrent de l'autre côté, c'est que bah, la gouvernance, c'est tout un enjeu, quoi. Et de voter sur des questions techniques, de savoir telle stability fee pour tel vault ou combien de réserves on fait ci ou là, ça n'intéresse pas beaucoup les gens, ou alors ils se sentent pas compétents ou autre. Et au final, on se retrouve avec des situations où il y a assez peu des holders qui votent. Donc c'est vrai que tester le système dans l'autre sens, de se dire, ok, bon, ça c'est un token pour capturer des frais, les décisions, elles ont été faites pour vous, tu vois, et peut-être d'avoir un truc Mm. qui permet le recours par rapport à ces décisions
mais pas systématiquement de dire ah ok, bon alors ce vote, il faut le voter, c'est combien les frais, et ainsi de suite. Ça allège un peu le processus. À C'est voir. sûr que ça, Ça va ça être une allège. question d'usage. Après, c'est des questions, je dirais pas philosophiques, mais quasiment, hein. Ce qu'on se dit, nous, c'est que les utilisateurs, c'est un peu aussi à nous de les éduquer. Et que aujourd'hui, si c'est un peu ennuyeux ou que les gens ne se sentent pas nécessairement à la hauteur pour voter, qu'est-ce qui serait mieux comme taux de stabilité, et ainsi de suite, ben, on a notre département en finance qui va travailler sur des proposals et c'est pas seulement écrire des proposals, c'est aussi savoir l'expliquer pour que les gens comprennent un peu plus et se sentent un peu plus investis dans la plateforme. La gouvernance, on peut pas faire que des choses complexes et espérer que ça marche. Parce que dans ce cas-là, on n'est pas vraiment décentralisé. On, on l'est sur le papier, mais si on ne fait pas le minimum syndical d'efforts pour que les gens comprennent et qu'ils aient aussi envie de participer, bah on ne joue pas le jeu à fond, en fait, et ça nous intéresse un peu moins. Donc, c'est vrai on a envie de faire ça comme ça. On a pas mal d'idées sur comment avoir des propositions d'évolution du protocole un peu plus faciles à comprendre pour la communauté. On n'y est pas encore, mais disons que c'est quelque chose d'assez important pour nous. L'éducation des utilisateurs, c'est primordial pour moi, si on veut avoir un truc vraiment décentralisé. Oh, mais c'est un enjeu sur la gouvernance et pour l'instant, tout le monde se casse un peu les dents. C'est pour ça que c'est sympa de voir un peu Ouais, des bah, explorations de nouveaux modèles. Euh, ouais. Dans le chat, on me pose la question obligatoire, j'ai envie de dire, côté token, en termes de distribution à la team et aux potentiels investisseurs VC s'il y en a, ça donne quoi? Pas de VC chez Mimo. La société, une fois de plus, hein, le modèle de token de distribution il est un peu plus simple. La plateforme a été mise à parler et après c'était qui était prêt à prendre le risque de faire des emprunts. Et il n'y a eu aucun token préalloué. Maintenant, la vraie chose de ce qui s'est passé, c'est que nous, on a réussi à en prendre pas mal parce que nécessairement on était prêt à prendre le risque sur notre propre plateforme avant les autres gens. Forcément, on est prêt à prendre notre risque. Mais notre premiers utilisateurs sont arrivés, et des gens qui travaillent même pas pour nous, hein, sont arrivés une semaine après. Ensuite, on commençait à faire des tokens. On était en vraie compétition avec eux. Maintenant, dans ce que nous, on a réussi à avoir comme token, il y a nécessairement qu'est-ce qu'on va faire avec? On va faire de la gouvernance avec, on va s'en sortir on va s'en servir pour des choses X et Y. Mais bon, vraiment, une bonne partie du protocole enfin, une bonne partie des tokens ont été alloués par le protocole à des gens qui sont pas nécessairement dans la boîte. Il n'y a pas de VC, il n'y a pas eu de tokens réservés pour les investisseurs. On n'a pas fait. Ouais, c'est propre, c'est bon à savoir. En effet, c'est des points d'inquiétude sur certains projets. On nous signalait qu'apparemment, côté liquidity, c'est 60%. Donc c'est bon de le savoir. Et non, c'est vrai que cette approche de lancer le protocole et en soi, bah, venez farmer, quoi. Avec bien sûr, le, bah, comme tu disais, le fait que l'équipe va farmer son propre protocole et qu'elle a pas la conscience de son propre risque. Donc a priori, elle va y aller. Si elle croit un minimum à ce qu'elle fait, elle va y aller sérieusement. Ouais, Mais c'est vrai que bon, c'est marrant parce que ça avait été une discussion aussi au moment de Yearn, par exemple, où malgré tout, après coup, ils ont quand même voté une rémunération pour l'équipe. Euh, alors, on va savoir peut-être que l'équipe n'était pas la même vu que l'émission c'était que sur une semaine. Mais tu vois, c'est parfois il y a un peu de malaise par rapport à ça. Mais c'est vrai que pour moi, je trouve que c'est une méthode assez propre de mettre en route le système, quoi, et de donner une il y a deux chance choses par à rapport peu à près ça, en équitable à fait. tout le monde. Non, il y a ce côté équitable. Pour nous, c'est quand même bon, c'est important. Et, on voulait se mettre en compétition avec les utilisateurs. Et, bon, même si on finit avec une bonne partie parce qu'on était prêt à prendre notre risque, c'est un risque qui est plus facilement explicable selon nous. Donc, on s'est dit que c'était pas mal à prendre. Et on s'est aussi dit que si on n'arrivait pas à gagner la compétition, bah, tant pis, on n'aurait pas beaucoup de tokens dans la boîte, on n'aurait pas beaucoup de tokens pour faire plaisir aux employés. Bah, c'est le jeu, hein. On a joué, on a perdu. Dans ce qui s'est passé, on a joué, on s'en est pas mal sorti. Mais aujourd'hui, que les gens arrivent, on a vraiment plus grand-chose pour nous. Je veux dire, dans le mining journalier, la plupart est complètement dans la communauté. On n'a plus besoin on s'est dit qu'il n'y avait pas vraiment besoin de continuer à prendre du token de gouvernance. On avait pas mal pour gouverner la plateforme. Et, euh, et donc, c'est quelque chose
qu'on a un peu fait nous-mêmes, on est assez content de ça. Mais l'autre côté de ça, c'est aussi un fait légal. C'est, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de ces marchés qui se sont lancés, selon moi, sans avoir fait ce que je vais appeler avoir fait leur devoir légaux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas nécessairement, je pense, appelé des cabinets d'avocats compétents, ils ont pas, je pense, hein, peut-être que je m'avance un peu, mais je pense que tout le monde a, c'est aussi l'opinion de nos avocats, je pense que tout le monde n'a pas fait ses devoirs, et ce type de lancement de gouvernance token, un peu pour, euh, pour les utilisateurs, donc laisser les utilisateurs gouverner la plateforme, c'est pas mal plus simple sur un plan légal. Donc, on a eu pas mal de réflexions. Je me souviens quand je suis allé voir mes avocats avec ce système, ils étaient assez contents. C'est vrai que ça, ça a facilité la chose. Et, Bah, ça simplifie la donne, ouais. Tout le c'est vrai. monde obtient ses tokens de la même manière. Au final, c'est juste une question de Voilà, temps. voilà. Euh, ça suit dans le chat et ça demande, bon, si tu peux répondre, hein, si tu as envie, parce que je sais que ces questions-là, c'est pas toujours facile. Ça donne quoi de farmer ses propres tokens en termes légal impôt? Bah, ouais. Alors, farmer les tokens sur le plan légal, à partir du moment où la chose elle est clairement dehors et que là, on n'a pas un avantage technique, on n'a pas une clé des minages, ou un truc comme ça, sur le plan légal, apparemment, ça semblerait assez bon. Une fois de plus, je suis pas un régulateur, je suis pas nécessairement en position de donner des conseils légaux, je suis pas avocat, mais il semblerait que ce soit ça, ça passe. Ensuite, la suite des événements, donc le côté impôt, c'est une question beaucoup plus difficile. Ça va dépendre de la juridiction dans laquelle la société se situe, dans laquelle je me situe personnellement. La question fiscale, je suis désolé pour le petit, pour un peu l'esquive, hein, mais Non, t'inquiète, c'est normal sur ces on est questions-là. obligé d'esquiver les questions fiscales parce que on peut tellement se brûler facilement en donnant des mauvaises réponses à des questions fiscales. Je ne veux pas donner à quelqu'un l'impression que faire quelque chose, ça va être bien, on n'aura pas de problème d'impôt, même pour le côté légal. Hein. Pour le côté légal, je dois donner un disclaimer bon, comme ça, je ne suis pas avocat, voilà. Mais la seule chose que je peux dire, c'est ce que nous on fait, ce qui nous a été conseillé. Et une fois de plus, si on peut aider la communauté à démarrer les nouveaux projets dans des meilleures conditions, tout le space gagne. On n'a pas besoin d'un space où les gens vont en prison tous les 6 mois, ça suffit. Ça est arrivé en 2017, ça a servi à personne, on est passé pour une industrie de bandits. Et moi, je fais le pari d'aider les gens à être le plus carré possible. Après, c'est ma position personnelle. Hein, je pourrais garder ça pour moi et essayer de le voir comme un avantage compétitif. Mais non, je pense que on est assez petit comme industrie pour essayer de s'aider à grandir. Et c'est un peu c'est notre part. Ouais. Non, c'est une belle approche. Et alors, question un peu troll, mais tu vas comprendre. En termes de projet stablecoin euro, l'autre qui me vient en tête, c'était un truc qui se passait là sur Tezos. Je me souviens même plus le nom de cette horreur. Et qui servait aussi de système de points de fidélité. Euh, J'ai mais pas c'est vu. Je suis bref. désolé. Non, t'en fais pas, c'est pas grave. Mais la question en bref, c'est j'ai l'impression que d'un point de vue grands acteurs institutionnels, le LUGH, donc tu vois, même le nom est dégueulasse, le LUG, je sais pas. Bon, bref. Groupe casino avec un banquier, je sais plus lequel, j'ai pas envie de dire de bêtises. Euh, mais donc ça vérifie dans le chat là. Merci, merci à vous les gars. Euh, et donc la question c'était au fond, tu vois, donc les grands instits, ils vont sur des trucs comme ça, tu vois, des trucs qui font pas vraiment de sens, il y a un taux d'usurier, l'infrastructure derrière tient pas vraiment la route, et ainsi de suite. Euh, et donc c'était un peu une question croisée, donc est-ce qu'il y a de l'intérêt déjà, bon étatique ça m'étonnerait, mais peut-être d'acteurs plus institutionnels sur un projet comme le PAR, et une question en creux si tu veux, où selon toi pourquoi quand Casino veut faire un stablecoin, ça finit sur Tezos avec un frais d'usurier, avec tu vois ce que je veux dire? Pourquoi ils tombent dans ce trou-là, quoi? Et pourquoi ils finissent pas, que ce soit pas forcément chez vous, tu vois, mais a priori, tu veux faire un projet avec du stablecoin euro, tu vas parler à Stasis, à Synthetix ou à vous. Il y a les trois qui ont une cap supérieure à 10 millions d'euros émis, on va dire. Voilà. Donc, pourtant, ils vont
au bout du gouffre, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui se passe en Bah, route? là, je vais devoir répondre à cette question en utilisant mon expérience pré-MIMO. Euh, J'étais à Telcoin avant. C'est une société dont vraiment le- disons le cœur du travail, c'était beaucoup de B2B, donc beaucoup de sales et beaucoup de tech. Et donc, c'était tech et sales. On, on s'est rendu compte de comment marchaient vraiment les sales à des gros groupes. Et mon expérience là-dedans, pas nécessairement directement à Telcoin, mais mon expérience en sales gros groupe, m'a fait comprendre qu'il y a souvent, très souvent, un delta entre ce qui va bien passer devant un board et ce qui va bien passer devant des managers de gros groupes euh, et qui va être en fait des solutions correctes. Parfois, ce delta est crevé, il y a ce sort de Venn diagramme qui parfois se touche. En règle générale, pas tant que ça. Disons que c'est ce qu'on voit dans beaucoup de domaines en dehors de notre industrie. C'est juste que là, bon, bah, c'est ce qu'on voit aussi dans d'autres industries. Il y a un trou, je ne veux pas appeler ça un trou de compétences, j'ai pas regardé la solution du GH, hein, mais ça arrive. Il y a clairement des trous de compétences parce que savoir vendre à un gros groupe et savoir faire des bons tokens, c'est pas la même chose, et ça ne demande pas les mêmes personnes. Et c'est très rare que ces personnes se retrouvent dans la même pièce et sur le même projet. Donc, je ne veux pas non plus réduire, réduire vraiment la qualité du travail des acheteurs des gros groupes qui sont là normalement pour aller trouver ces projets intéressants, pour aller trouver ces meilleures technologies qui pourraient servir. Mais bon, même ces gens vont avoir tendance à prendre leurs décisions, non pas parce qu'ils pourraient aider la boîte à grossir, mais surtout ce qui pourrait éviter qu'ils eux se fassent virer en fait. Donc ça va être comment on va faire pour travailler avec le truc le plus gros possible qui va au moins me permettre d'éviter de risquer ma place au sein de ma société. Et il y a un problème de système d'incentive. Hein. On en parlait au DeFi tout à l'heure de système d'incentive. Ça marche de la même manière dans les gros groupes au niveau du boulot. Euh, ça va faire en sorte que des projets qui se font favoriser dans des grosses sociétés sont pas nécessairement les projets les plus intéressants. Après, une fois de plus, je ne peux pas commenter sur comment ça s'est passé avec ce projet-là, avec la Société Générale, comme je le vois dans le chat, et Tezos. Il y a peut-être des liens déjà qui existent, mais je suis pas du tout étonné. Je suis pas du tout étonné, mais à côté de ça, on a une super bonne expérience en B2B dans la boîte. On a fait beaucoup de sales gros groupes dans le passé. Tenex était partenaire Visa, enfin, pas directement, c'est-à-dire qu'on bossait avec Wirecard, Wirecard étant ce qu'ils sont, mais on a travaillé avec des groupes de taille titanesque. Et à Telcoin, bon, le DNA de la société, c'est de travailler avec des opérateurs télécoms. On est habitué aux grosses sociétés et je pense qu'on a du coup pas trop on n'aura pas de difficulté à travailler avec eux. On a déjà de la demande. Pour être honnête, on a déjà de la demande. C'est assez marrant, mais ça se situe à un côté très B2C. C'est surprenant, donc c'est de la demande sur laquelle, pour, pour répondre à cette demande, il va falloir faire pas mal de travail on va dire, de construction de pont, en fait, vraiment, entre le protocole et les mains des utilisateurs. Mais on a de la demande d'assez gros groupes et il y a assez de demandes pour voir un futur assez clair à notre niveau, en fait. Non, ouais, ok, non, c'est intéressant. Franchement, moi, ça m'avait. C'est la nouvelle, si tu veux, qui déprime et qui en même temps n'est pas si déprimante que ça, parce que bon, ça montre qu'il y a de l'intérêt. Mais si tu veux, tu lis l'article et tu vois taux d'usure. Bon, moi, j'appelle ça d'usure, mais ils ne le disent pas dans l'article d'usure. Ils Ouais, disent qu'il y a 2% du montant prélevé à chaque transfert. Et ça, quand tu fais un peu de crypto, tu as compris que quoi? Tu as compris que, bon, bah, déjà, on va dire, au milieu de l'année 2018 à 2019, on savait que cette idée, elle était pourrie. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà vu plein de tokens la faire et ça ne marchait pas pour plusieurs raisons. exactement. Un, parce que ça fait pas de sens. Deux, parce qu'en wrappant ton token pour le transférer pour après le déwrapper, ben, j'ai plus ton frais à la con. Donc en fait, ton Voilà. frais, il est débile pour commencer. Mais bon, je sais pas si ça va être la même sur Tezos. Mais si tu veux, ce niveau-là tu te dis, il y a des dizaines de millions d'euros qui sont partis là-dedans. Les gars, ils t'annoncent ça en grande pompe. Ils ont manifestement l'air d'être assez fiers de leur affaire. Et en fait, ça ne passe pas un test de
l'enfant de 5 ans de crypto, j'ai envie de dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Non, c'est clair. Mais d'ailleurs, les types stablecoin euro non algo, donc vraiment soutenus par des euros en compte en banque, sont extrêmement difficiles à faire. Les taux d'intérêt négatifs sur les euros font que le modèle traditionnel est difficile et on va voir tout type de système alambiqué qui vont avoir besoin de prendre de l'argent quelque part parce qu'il va bien falloir en prendre. Euh, c'est, euh, ça va donner des systèmes très complexes. C'est pour ça qu'on est parti sur un système plutôt complètement on-chain avec des collatéraux qui sont différents d'avoir des euros dans un compte en banque. C'est pas que vous ne pouvez pas faire ça. Ça a été fait avec le dollar. La complexité de le faire aujourd'hui, c'est pas la même chose que c'était il y a 5 ans. C'est un modèle économique bien compris. Acheter des bons, être payé par les bons, laisser les tokens. Bon, ça va, c'est bien compris. On veut faire ça en euros, il faut payer. Donc, le token, par défaut, un modèle économique qui ne marche pas. Donc, c'est pour ça qu'on verra tous ces acteurs venir avec des niveaux de complexité plus élevés les uns que les autres. C'est pas simple. C'est pas simple. ouais, mais c'est vrai que là, tu touches un point intéressant que j'avais peut-être pas forcément bien compris comme ça, à cause des limites différentes entre euro et dollar. Du coup, pour les stablecoins euros, les projets, disons, plus décentralisés qui essaient de collatériser ça par de l'Ether, en tout cas pas par de l'euro, sont peut-être encore plus pertinents que d'habitude, parce qu'en même temps, du coup, ils contournent cette limite inhérente de l'euro. C'est le but. Pour nous, c'est clairement le but. C'est la raison pour laquelle on est aussi, disons, on a mis autant d'efforts dans le fait de faire une plateforme où le token est collatéralisé par de l'Ether et par de la crypto, c'est parce qu'on a vu clairement que si tout modèle qui veut se baser sur de la collatéralisation par de l'euro est voué à devoir être très très créatif dans le modèle économique et créatif dans un modèle de stablecoin, en général, ça veut dire risqué. C'est pas la philosophie du projet. On l'a vu avec Non, Faye. voilà. Ah oui. Ah. Euh, donc en tout cas, bah écoute, c'est déjà une belle discussion. On s'arrête pas là, t'en fais pas, mais et je vais déjà te remercier pour ce qu'on a échangé jusqu'à présent. Donc dans le chat, je vous invite, si vous avez une dernière vague de questions pour Claude, pour qu'on continue de creuser sur Mimo. Et c'est vrai que il y a une question sur le nom en fait. Donc par pour parallèle, mais pourquoi parallèle? D'où ça sort tout ça? Euh, Parce qu'on suit l'euro de manière parallèle. Voilà. On s'est dit ça comme ça. C'est vraiment, on n'est pas allé. Je vais pas vous sortir d'histoire alambiquée. On n'a pas, on n'a pas vraiment de. Non, je joue T'as pas pas vraiment. le mythe des origines où tu étais avec tes potes et tu t'es dit, ah tiens, si je pouvais déposer mes Ethers dans un système seulement en euros pour minter un truc. Non, dommage. Malheureusement, je sais pas, dans une dimension parallèle ou quoi que ce soit. Non, c'était beaucoup plus simple que ça. On s'est dit, quel autre mot peut énoncer la stabilité de quelque chose qui suit, quelque chose qui n'est pas nécessairement droit, mais vraiment un flux. Bah, si on reste parallèle au flux, on le suit, quoi. Ok, d'accord, parallèle token. C'était, ça peut sembler plus ou moins original. Il y a une petite histoire, oui, je vais être honnête, une petite histoire. On a deux langages européens qui tiennent pas mal au bord de la boîte. On a le français et l'allemand. Je voulais nommer ce fameux token par rapport, euh, par rapport à l'Europe et forcément on est arrivé, on a dit Paris. Et l'autre, on dit mais pourquoi Paris? Non, il y a d'autres villes, c'est très bien. Et tout. C'est ok, d'accord, on va pas un nom de ville. Ni parallèle. En fait, part, ça sonne un peu quand même comme Paris. Donc on a quand même un petit peu gagné quand même. Et ça, c'est plutôt cool. Mais bon, c'est pas l'histoire d'ici. C'est parallèle. Ouais, génial. Euh, alors, il y a Francine qui a toujours pas beaucoup de questions, mais toujours les bonnes questions, qui te demande, côté régulation, qu'est-ce que ça donne pour vous, et notamment les interactions, bon, je ne sais pas si vous en avez avec la BCE, mais en termes de le projet de stablecoin euro vis-à-vis de la politique de la BCE sur les cryptos. Bah, ça, c'est super intéressant. On a vu qu'il y a, il y a un certain consensus qui semble être en train de se faire
par rapport à l'appellation des stablecoins. Euh, un stablecoin semble aujourd'hui être quelque chose qui est le modèle dont on a parlé un peu plus tôt, où on a de l'argent, de la monnaie fiduciaire dans un compte en banque. Et, euh, et donc, du coup, vraiment, l'appellation européenne stablecoin semble aujourd'hui, une fois de plus, c'est pas un conseil légal, semble aujourd'hui qualifier ce genre de token un peu plus. On s'est détaché de ça. C'est pour ça qu'on travaille avec des gros cabinets d'avocats. On est allé voir plusieurs cabinets d'avocats en expliquant le modèle, en disant, bon, le token, nous, on dit que c'est un token stable, mais la stabilité du token n'est garantie que par l'algorithme qui est disponible à la vue de tout le monde. Si au final, les gens utilisent le token d'une certaine manière, et que la stabilité n'est plus là, c'est pas la responsabilité de la société. On vient avec Claire, vraiment un message clair qui est que c'est le risque qui est pris par l'utilisateur. D'ailleurs, la société ne possède pas le protocole, la société a mis le protocole en ligne et est devenue utilisatrice du protocole, qui nous a permis d'avoir certains tokens de gouvernance. Donc du coup, c'est un peu comme ça qu'on a travaillé par rapport aux régulations. Maintenant, il y a plusieurs niveaux de régulation. Il y a les régulations qui vont servir on va dire, à réguler les échanges fiat crypto. Les régulations qui vont servir à réguler le fait que le token soit protégé et ne perde pas sa valeur. Il y a pas mal de types de régulations vraiment. Nous, là où on travaille pour se réguler, c'est pour les échanges fiat crypto. C'est-à-dire que c'était une spécialité de la société jusque-là. On a fait pas mal d'échanges fiat crypto dans l'ancienne ligne de business. On reste connecté à ça. On va s'arranger pour pouvoir aider les utilisateurs de parts, plutôt institutionnels aujourd'hui, à travailler avec les parts pour pouvoir les aider à utiliser parts dans leur système d'application. Mais pour ça, il faut toujours être régulé parce que ça reste de l'échange. Donc, on travaille pour se faire réguler là-dedans. Les régulations, c'est quelque chose sur lequel moi je travaille beaucoup personnellement. Je suis bien qu'ingénieur, j'ai passé des gros montants entre des éditeurs de texte et des conversations avec des avocats et des régulateurs. Je fais que ça. Au final, j'aime bien, pour être honnête, mais bon, c'est quelque chose qui est très important dans le type de business dans lequel on est. Donc, côté régulation, c'est ça, c'est euh, séparer vraiment ce que fait la plateforme. Il y a un côté échange qui peut être nécessaire pour la croissance de la plateforme sur lequel on se fait réguler. Et il y a un côté vraiment le marché monétaire, donc c'est vraiment plutôt marché crypto, euh, et qui est complètement on-chain, sur lequel nous, il se trouve qu'on peut avoir une certaine influence grâce au fait qu'on ait miné des tokens. Cette partie-là n'est pas régulée. Et tout est fait dans des sociétés différentes parce que différentes juridictions ont une vue différente de ce qu'il faudrait réguler ou pas. Ouais, c'est super clair, ouais, ça se sent que tu as bien bossé là-dessus, mais c'est vrai qu'au final, pour tous les projets crypto à haut niveau, ça devient une compétence un peu, on n'a pas trop le choix, quoi. Euh, Ah ouais. et alors, bah, vas-y, je pense que ça sera pas mal pour finir. On me demandait dans le live, donc tu leur as confirmé, on en a parlé tout à l'heure pour ceux qui se demandaient, au niveau de ta formation, tu es bien ingénieur. Tu nous en parles un peu plus tôt au début, si vous voulez plus de détails. Mais c'est vrai que je t'ai pas trop demandé côté de l'équipe de Mimo. On est sur à peu près combien de personnes et ça donne quoi? Ça s'organise comment? On est 35. On est 35. Il y a sans surprise aucune, pas mal d'ingénieurs. Il y a pas mal d'ingénieurs qui sont de différents types d'ingénieurs, parce que bon, contrairement à une startup tech classique où il y a toujours cette séparation front-end, back-end, chez nous c'est plutôt euh, développeur applicatif ou développeur smart contract. On a une séparation qui va être un bon 80-20, 80% des gens sur l'application, 20% des gens sur les smart contracts. Euh, voilà à peu près la répartition des ingénieurs. Il y a des designers. On a un directeur produit qui vient de chez Telcon, qui avant ça était chez Tantan. Donc, plutôt type vraiment réseau non financier, réseau social. Euh, Parce que notre but, c'est quand même d'essayer de faire quelque chose
d'un minimum sexy. Donc, on essaye de prendre des gens qui viennent de domaines non financiers pour essayer de les amener à un domaine financier, pour essayer de, enfin financier, on ne pourrait pas appeler ça financier, mais disons domaine crypto, ça sera le mot en soi. Donc, domaine DeFi, domaine crypto, pour essayer de rendre les choses un peu plus accessibles, un peu plus sexy, si je me permets. Et c'est un peu le but. Pour la petite question, oui, on recrute. Donc, on est complètement, partout dans le monde. On a des gens partout. On a des gens à Singapour, on a des gens à Dubaï, on a des gens en France, on a des gens en Suisse. On a des gens aux États-Unis. C'est vraiment, on, on avait des bureaux à Singapour et on a des bureaux aussi à Dubaï. Mais bon, pandémie oblige, on passe plus de temps chez nous et ça a pas mal marché pour nous. C'est vrai qu'on se rend compte que ce type de management, c'est pas mal pour nous. On est un peu des fans du travail en remote. On ne veut pas priver les gens d'aller dans des bureaux si nécessaire, donc on a des petits bureaux dans des zones où on a pas mal d'employés. Mais c'est un peu comme ça. C'est un peu, voilà un peu le Alors, retour sur la société. On a des gens en vente. Ouais. c'est vrai qu'il y a quelqu'un dans le chat qui m'a rappelé quelque chose qui était presque l'objet de mon appel. Non, j'exagère. Mais sur votre site, je vois que ça parle de OneInch qui ne liste pas le token. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Non. Vous avez entendu parler d'une petite pousse francophone qui s'appelle Paraswap et qui a des tarifs plus efficaces qu'Uniswap? Mais non, plus sérieusement, Mais ça c'est dingue. Je vais être honnête. Alors, désolé de t'interrompre. non, t'inquiète. Il y a une autre interview que j'ai fait, qui est sortie il y a Ok. 2 heures, où j'ai appris l'existence de Paraswap. Donc, Aïe! techniquement, j'ai appris l'existence de Paraswap il y a 2 heures. Ah, Voilà. d'accord. S'il vous plaît, ne me tombez pas sur la tête. Parce que alors, attends, On ok. va faire notre On boulot. va voir si nous, est-ce que nous, alors attends, est-ce que j'ai le droit de t'engueuler? Le critère, c'est est-ce que Paraswap a le par? Si je peux swapper vers du par sur Paraswap, là, je peux t'engueuler, sinon, je pense pas. Ouais. Mais je crois que j'ai pas. Non, c'est bon, on l'a pas encore, donc ça passe, ça passe. Donc on se reparle dans 2 jours et nous on a le par et vous avez un lien vers Paraswap. Pas de pression, pas de pression. Mes email fingers sont prêts. Je vais C'est faire tout ce ça. que je peux. Euh, non, c'est vrai qu'on est motivé. On est motivé pour avoir tout ce qu'on peut. La raison pour laquelle on a listé OneInch là, c'est que on s'est mis sur Balancer, on a ouvert des pools Balancer. On a vu des gens qui ont ouvert des pools sur Uniswap. Bon, les gens ont fait un peu ce qu'ils ont voulu. Il y avait des meilleurs prix sur OneInch que sur Balancer pour nos utilisateurs. Bon, Hmm. bah, du coup, on amène à nos utilisateurs le mieux que nos utilisateurs. Ouais, Il y a quoi? Il y a 50%. Quoique je sais même pas sur les pool balancers, mais si normalement ça devrait être un peu plus efficace. Puis c'est un peu plus opti en gaz. Mais ouais, c'est oh, mais surtout en c'est termes génial de. ça. Alors attends, mais ça et une dernière petite question qui m'était venue tout à l'heure. Mais c'est surtout en termes de besoins, tu vois. Je pense que nous on a. J'ai pas regardé, mais par exemple en EURES ou autre, ça m'étonnerait pas qu'on ait un peu plus d'usage que sur un truc comme OneInch, parce que bah, la clientèle est un peu plus par là. Mais une question qui m'était venue tout à l'heure, c'est je me disais en termes juridiques, et peut-être c'était un point récurrent, donc on va peut-être conclure avec celle-là. En termes juridiques, le seul autre coin qui est à peu près dans votre situation, c'est le SR de Synthetix. Est-ce que vous avez parlé un peu avec l'équipe pour échanger au niveau des statuts légaux du SR et du PAR? Non, mais c'est pas parce qu'on n'a pas voulu, c'est plutôt parce que on a, je connais personnellement pas personne là-bas et on a eu d'autres focus jusque-là, mais pour être honnête, on est intéressé, comme je dis, c'est un space dans lequel, et pour moi, il vaut mieux qu'on travaille ensemble que travailler les uns au-dessus des autres, essayer de se taper dedans. Il y a largement la place pour moi. Le marché du stablecoin en euros est voué à grossir énormément. Et, euh, et donc, non, vraiment travailler avec les autres acteurs du space pour avoir. Bon, on ne va pas nécessairement parler de lobby, mais pourquoi pas avoir des groupes avec lesquels on pourrait vraiment travailler, grossir ensemble et pouvoir essayer d'influencer vraiment les régulations en Europe, ou même simplement pouvoir s'aider, s'entraider sur les côtés juridiques, légaux,
Il y a vraiment pas de négatif pour moi, à mon sens, hein, vraiment sur grâce à la taille que le space peut avoir, mais la taille qu'il a aujourd'hui. Il y a de quoi grossir, on va tous grossir, j'en suis certain. Donc on n'en aura pas parlé, pour revenir à la question, désolé, mais on leur a pas parlé. Mais c'est pas parce qu'on ne veut pas. Bon, on n'a pas trouvé le temps. Et ça se fera si possible. Ah, après, je sais pas si eux, ils se concentrent tant que ça sur les sœurs aussi, mais c'est vrai que ça peut être pertinent. Mais en tout cas, merci pour tes réponses très claires aujourd'hui et toutes tes précisions. Alors, on a pas mal de gens qui ont l'air assez curieux sur comment ça se passe en termes de travailler chez Mimo. Donc, n'hésite pas pour le vrai mot de la fin. Si tu as un lien ou qu'est-ce qu'ils font, s'ils veulent regarder ou s'ils veulent postuler, par où ça se passe. Claude@mimo.capital, je vais l'écrire sur le chat. Ah, bah, c'est encore mieux, ouais, si tu as ça. Donc, un email comme ça. Écrivez-moi, c'est moi. Bah voilà, c'est Y a super. pas de souci. Vous n'avez pas plus direct que Euh, ça. donc c'est assez facile. Euh, j'ai tendance je suis pas nécessairement la personne qui répond le plus vite aux emails, mais je réponds. On cherche toujours des gens. On est dans une phase de croissance de la société. On recrute en tech, on recrute en marketing, on recrute en produit. C'est des choses très importantes pour nous. C'est sur lesquelles on travaille vraiment d'arrache-pied. Il y a, on est vraiment très ouvert parce qu'on est capitalisé. On va pas mourir demain. On est dans une bonne situation et on grossit. Donc, ouais, on recrute. Ah, ça fait plaisir d'entendre. C'est clair on a un grand besoin pour stablecoin en euros. Moi, je suis assez content d'avoir un projet qui a une approche alternative et plus décentralisée que ce qu'on connaissait jusqu'à présent avec le reste. Donc, vous avez un peu ma sympathie et je suivrai le projet d'assez près. Bah, écoutez, donc merci à toi encore, Claude, et merci à vous d'être venu ce Merci. soir. Et puis moi, je vous retrouve Merci. dans la semaine pour un live sauvage, je pense. On reparlera un peu des terres qu'on a beaucoup creusé ce soir, comme par exemple Alchemix. C'était des super bonnes Hein. questions. Avec plaisir. Et oui, merci au chat, hein, des Merci questions beaucoup. pertinentes comme toujours. Et donc, ouais, à la prochaine, ce week-end probablement. À bientôt, bonne soirée. À bientôt.